C'est le grand retour du podcast de la Process Corp. Aujourd'hui, après un été un petit peu chargé, on est de retour avec Brian George, l'analyste vidéo, le coordinateur vidéo, le scouting vidéo. Il y a plein de termes pour le décrire. De l'équipe de France de basket, mais également de l'Asvel, l'équipe 3 fois championne de France en titre de suite. Avec Brian, on a forcément parlé de l'Eurobasket. C'était l'actualité de l'été. Il y a participé. On a également parlé de la finale face à l'Espagne. C'est intéressant de voir de l'intérieur les choix tactiques qui ont été pris et puis la difficulté parfois de préparer pour un adversaire avec très peu de temps. C'est ce dont on a parlé avec lui, mais également du travail de scouting vidéo. Il va vous donner les clés de son travail au quotidien et puis également les logiciels qu'il utilise. Puis ensuite, on a parlé de son parcours pour le Guyano-Breton, qui n'était pas forcément destiné à jouer au basket ni à être à cet endroit-là, à son ascension, à sa vision à lui d'imposteur, au syndrome de l'imposteur qui l'habite, et puis également au soutien familial qui est de poids dans des métiers comme celui-là. Vous avez l'habitude, les grands sujets en haut, les petits sujets en bas sur YouTube, si vous voulez choisir une seule partie qui vous intéresse de la discussion avec Brian. Et puis nous, on va vous laisser en espérant que vous nous mettiez un petit pouce bleu et puis que vous vous abonniez à la chaîne. On est presque à 1000 abonnés et ça, c'est grâce à vous et c'est magnifique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup déjà de m'accorder du temps, Brian. On va commencer, j'ai l'habitude de commencer assez vite et on va parler des sujets d'actualité, on va parler de l'euro, puisque tu as fait partie intégrante de cette belle médaille d'argent à l'euro avec les garçons, déjà pour avoir ton ressenti un petit peu sur le parcours et puis on parlera un peu plus en détail après de la finale un peu frustrante de l'Espagne qui laisse, j'imagine, une saveur un peu aigre-douce dans la bouche. Exactement. L'euro, c'est un sentiment très particulier. C'est la première fois que je le ressens. Alors, j'ai fait plusieurs campagnes avec l'équipe de France. J'ai commencé justement par un euro qui était l'une de mes plus... mon Euro 2017, c'était une histoire très, très particulière parce qu'on est sorti très tôt de la compétition contre l'Allemagne. Tout allait vite pour moi parce que du coup, j'apprenais le métier d'assistant vidéo en équipe de France. J'apprenais énormément de choses et j'étais venu avec des yeux d'enfant et j'espérais qu'on puisse être champion d'Europe. On est sorti en 8e et la douche froide a été compliquée à gérer. Et donc, on est parti et un mois de préparation et de la compétition tous les jours au quotidien avec le staff, on a des habitudes et puis on est très timé et quand on sort de la compétition, en un claquement de doigts, tu te retrouves chez toi et tu comprends pas ce qui t'est arrivé et c'était très très dur à gérer pour moi parce que j'étais hyper déçu. Ouais. Et donc voilà, mais c'était normal parce que tu sors en 8e, c'est normal que tu sois déçu. Ensuite, j'ai eu plusieurs expériences avec l'équipe de France après, notamment les fenêtres où il y avait d'autres joueurs, où on a gagné des matchs, où c'était un peu plus dans le positif, qui nous a emmenés ensuite au championnat du monde 2019. On finit avec une médaille. Donc là, on est heureux parce que pour moi, c'est ma première médaille, même si on a la désillusion d'avoir perdu contre l'Argentine en demi. On finit quand même par une victoire et avec une médaille en championnat du monde. Contre Donc, une belle équipe en plus d'Australie qui était pas facile à jouer. Hein. Exactement. Donc, on a un sentiment d'être heureux. Ensuite, aux Jeux Olympiques, déjà d'y être, ça fait toujours, c'est énorme, ça fait plaisir. Donc, on est heureux, on vit une belle expérience, on joue bien. Ce qui était positif dans cette compétition, c'est que le collectif joue bien, que ça avance bien. Le fait de vivre au village, en proximité avec les joueurs, le staff, et dans une situation très particulière parce que quand tu es dans d'autres championnats ou en équipe de France, tu es dans ta chambre d'hôtel, tu es tout seul, tu es dans de très bonnes conditions. Et là, c'est un peu comme quand tu étais jeune dans les stages de basket où il y a une sorte de communion avec les joueurs, avec le staff qui est particulière et qui est très appréciable de mon côté en tout cas. Et en plus de ça, on bat les Américains, on est dans beaucoup de victoires, on
bat les Slovènes en demi-finale, qui pour moi resterait, peut-être qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure par rapport à ma manière d'être. C'était le match où j'ai le plus exulté parce que j'avais vraiment compris que quoi qu'il arrive, on allait avoir une médaille après. Et on finit par jouer contre les Américains une finale des Jeux Olympiques. Donc c'est un rêve pour tout le monde. Donc Ouais. même si tu perds, tu es super déçu parce que tu es compétiteur, parce que en plus de ça, tu perds pas de beaucoup, donc tu as l'espoir de gagner, mais ça reste quand même les Jeux Olympiques, et une médaille aux Jeux Olympiques, c'est un truc unique dans la vie. Donc tu sors en étant heureux. Et donc du coup, pour revenir au championnat d'Europe 2022, c'est la première fois que ce sentiment, que j'aborde ce sentiment, parce que bon, tu fais une campagne, tu finis avec une médaille et t'es pas super T'es pas heureux. content. Non, pour plusieurs, et je le dis à mes amis, je le dis à ma famille, pour plusieurs choses. Donc la première chose, déjà, bon, qui est la plus obvious, c'est que tu perds une finale. Déjà, tu perds, Déjà. tu finis par une défaite. Et tu avais mis tous tes espoirs dans ton travail et dans tout ce que tu as mis en place sur cette campagne pour pouvoir être champion d'Europe. Et donc, du coup, tu te rends compte que tu n'es pas champion d'Europe. Donc, ça fait mal. La deuxième chose, c'est que c'est l'Espagne, mine de rien. Et que ça fait chier, pour parler crûment, de perdre contre l'Espagne. Ah, c'est insupportable, hein. C'est insupportable. Ouais. Le fait qu'on les ait joués souvent et que les confrontations n'ont pas souvent tourné à notre avantage. Le fait que tu te dis, cette année, ils n'ont pas Pogazol, ils n'ont pas Navarro, ils n'ont pas les joueurs qui étaient les stars. Qui Donc nous ont tu te fait dis, chier, pour parler qui nous ont crûment. fait chier pendant des siècles. Euh, et donc, tu te dis, bon, cette année, C'est la bonne. l'équipe, elle est, dans le roster, en tout cas, moins forte. Euh, et tu finis par perdre. Donc, c'est très frustrant que ce soit contre eux. Et puis, la troisième chose, c'est que globalement, comparé à la compétition d'avant, les JO, la campagne, c'est un goût amer parce que tu joues pas au niveau auquel tu voudrais jouer, les matchs sont un peu moins aboutis, il y a beaucoup de pertes de balles, il y a plein de choses qui font que tu te dis, enfin voilà, c'était pas une belle campagne offensive, collective, comme on l'aurait espéré, même si il y a d'autres points forts qui ont été mis en avant, justement le côté mental, on pourra peut-être parler plus tard, mais en tout cas le côté mental a été incroyable. Mais dans le jeu, c'est pas abouti comme les deux dernières campagnes, donc c'est un peu frustrant. Ouais, c'est marrant Et de mettre. Vas-y, pardon, excuse-moi. non, non, j'ai fini, j'ai fini. J'allais dire, c'est marrant de mettre en miroir la campagne 2021 des JO où vous avez pas perdu. Tu bats les Américains, tu bats les Italiens, même si à la fin ils reviennent. Enfin, c'est quand même une performance qui est globalement super maîtrisée. Où tu bats la Slovénie, que tout le monde annonçait qu'elle allait être en finale parce que Luka était monstrueux et parce qu'ils avaient tapé les Espagnols, parce qu'il était dominant. Tu les bats avec un scénario, donc bon, voilà, que tout le monde connaît, et tu t'es à ça de battre les Américains, donc bon, tu dis, t'aurais pu les battre, mais tout est magique parce que le jeu se passe bien, parce que tout va bien, quoi. Avec une campagne qui a été, et on l'a senti, parce qu'on a la chance, d'ailleurs, je lui fais un coucou d'avoir Tommy Humbert qui est toujours là avec vous, caché avec sa caméra qui permet de faire vivre les événements comme si on y était. On a vu de la frustration, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai senti, chez Vincent Collet notamment, mais chez tout le coaching staff de on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a rien de plus frustrant Mm, en tant que coach de ne pas réussir à résoudre les problèmes. Quoi. En tant que coach, ton but, c'est t'as un problème en face de toi, tu le résous. Et là, mm. ça a duré toute la campagne. Quoi. Est-ce que tu l'as vécu comme Bah, ça, cette frustration? oui, après, clairement, vu le nombre de joueurs importants qui n'étaient pas là avec nous, Bien sûr. vu l'effectif, vu la nouveauté du roster, ce qui fait qu'il faut qu'on s'adapte, je trouve quand même que le staff a plutôt fait un bon boulot, et pas que le staff, les joueurs aussi, Ouais, bien sûr. pour pouvoir jouer ensemble. Mais c'est vrai qu'il manquait ce petit lien, ce petit plus, pour pouvoir faire une compétition complètement aboutie.
c'est pas facile. D'autres équipes se sont cassées les dents. Enfin, quand on voit la Serbie, quand on voit la Grèce, quand on voit ces genres d'équipes-là qui ont des rosters incroyables, qui n'ont pas réussi aussi à créer ce collectif et ce lien, ce qui a C'est plutôt difficile, bien hein. fait, c'est très difficile, ce qui a plutôt bien fait les Espagnols. L'Espagne. Donc bien sûr que tu peux dire oui, par rapport aux Espagnols, bah, on n'était pas au même niveau collectif, mais par rapport aux autres équipes, on n'était pas non plus la pire équipe du tournoi. Ah, loin Donc de là. c'est, et on finit avec une médaille d'argent, et je pense que les choses, de toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie, sont méritées. L'Espagne mérite d'être championne, on mérite d'avoir la médaille d'argent, l'Allemagne mérite d'avoir la médaille de bronze. Euh, Sinon, bah, on ne ferait pas de match. Donc c'est la vérité du match. On La donne vérité du on donne les match, médailles avant la compétition. Allez, toi alors, c'est toi ça. l'argent, toi le bronze. Exactement. Non, mais et tu l'as dit en plus, c'est important de le préciser, il y a 7 joueurs sur 12 dont c'était le premier euro. C'est Alors ça. oui, c'était il y a 5 ans, mais c'est quand même parlant que c'est un Mm. groupe qui se renouvelle. Il y avait pas mal de joueurs dont c'était la première compétition, qui Mhm. étaient à des postes importants. C'est un groupe dont il manque deux éléments qui sont quand même centraux sur le projet qu'a créé Vincent, que sont Nando et Nicolas Batum. Et on n'oublie pas Franck Mm. Ntilikina, parce que je trouve que à la fin de l'Euro, il y a beaucoup de gens qui ont juste dit il manque enfin Nando et Nico. Il manque Franck aussi, hein. Il manque Franck Et, aussi. Mm. et il est important Qui, a- comme pièce qui, avait, qui avait cette expérience avec l'équipe de France, qui de a la cette compète. expérience avec Vincent Collet. L'Euro, comme tu dis, c'est spécial. En ayant vécu toutes les compétitions, maintenant, je peux dire que, de mon point de vue, et c'est très personnel, l'Euro, c'est très compliqué et très difficile. Je Déjà, suis d'une, d'accord. par la durée, c'est long comparé aux autres compétitions, c'est placé différemment. Les équipes, il y a très peu de fausses équipes. Toutes les équipes ont des capacités de pouvoir embêter les grosses équipes, on va dire. Donc c'est très relevé. Et au début de l'Euro, avant que ça commence, tout le monde était d'accord pour dire que c'est peut-être l'Euro le plus relevé depuis Depuis très longtemps. je sais pas, depuis très longtemps. Donc faut pas oublier que voilà, c'est compliqué, et gagner un euro, c'est un long chemin de croix qu'il faut faire, et c'est très, très dur, et les équipes adverses te posent tout le temps des problèmes. Regarde, un exemple, la Pologne se retrouve en demi-finale en ayant battu l'équipe la plus cotée du championnat d'Europe. Donc c'est pas facile. Ouais, L'Euro. et puis c'est pas juste le profil de l'équipe, tu vois, c'est ça qui est aussi important d'expliquer. Vous avez battu une équipe d'Italie qui, à mes yeux, était une excellente équipe. Tactiquement, ils jouaient très très bien, et tout le monde va Mm. dire, ah, ils ont battu la Serbie, les Serbes ont mal joué. Non, 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 non. Les Italiens, ils sont allés se le gratter contre les Serbes, ils ont fait un énorme match, et vous leur avez posé plein de problèmes, notamment en première mi-temps. Et Mm. c'est alors oui, on va pouvoir parler du fait que Fontecchio il a raté de lancer franc, mais c'est différent du match de la Turquie parce que vous avez vraiment fait un match solide pour les battre. Mm. Et les Polonais, ils ont battu une équipe de Slovénie qui, oui, sur le papier, est forte, mais moi, je vais mettre un petit bémol sur ces équipes. J'ai trouvé sur ce Luka encore plus arrogant que d'habitude, et les Polonais, ils les ont battus sur leur faiblesse, c'est-à-dire ça se replie pas, ça fait que râler. Ils ont été durs avec eux. Il y a tellement, on peut parler le tour d'avant, la Belgique aurait pu battre la Slovénie, ils étaient pas loin. Ouais, Donc ouais, clairement. le Clairement. niveau de l'euro était incroyable, vraiment. Et C'est sûr. sortir d'une médaille d'argent d'un euro aussi compétitif, Mm. faut pas oublier qu'il y a 20-30 ans, avoir une médaille, Ah, c'était on n'avait compliqué. jamais. Donc ça fait du bien. C'était compliqué, ouais, c'est sûr. Et puis bon, les fins de match, alors bien sûr qu'on peut dire c'est de la chance, et il y a une partie de chance dans le sport. Et, encore heureux, sinon ça voudrait dire que les choses sont déjà faites avant les matchs. Euh, mais faut dire aussi que, bien sûr, offensivement, on a peut-être eu des situations où on aurait pu mieux jouer, moins perdre de ballon, On peut toujours plus faire se mieux. passer la balle, on peut toujours faire mieux. Mais défensivement, je trouve que cet euro, quand même, globalement, défensivement, on a quand même fait les efforts. Et
si les équipes déjouaient peut-être en fin de match, c'est que aussi peut-être que on les avait peut-être usés vraiment défensivement Tout au long avant, du match. tout au long du match, ce qui fait que à la fin du match, euh, on pouvait nous respirer et les autres un peu moins, avaient moins de solutions. Donc, comme tu dis, euh, l'Italie m'avait fait penser à son parcours et à la manière de jouer un peu à l'Australie. Sur des compétitions quand on les a joués championnat du monde ou JO. C'était une équipe qui jouait bien au basket et qui posait beaucoup de problèmes à leurs adversaires. Mais malgré ça, on a réussi à garder la tête haute grâce à notre défense et bloquer les joueurs majeurs à chaque fois. Donc il y a ce côté positif qui fait ça. Donc bon, par contre, bloquer les joueurs majeurs, j'enlève le match contre la Slovénie parce que Doncic a mis des points, mais mis à part Doncic, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient scoré contre nous sur ce match-là. Donc, Non, non. bon, il met 47 points parce que c'est incroyable et parce que c'est un joueur à part. Mais si les autres ne marquent pas de points, 47, ça fait pas un match. Non, non. Et tactiquement, d'ailleurs, moi, je me suis posé la question, si jamais on allait rejouer les Slovènes, à quel point il faut pas le laisser tout faire, en fait. Il vaut mieux pas lui couper les aides, empêcher les autres de marquer, et le laisser, lui, mettre 70 points. Et puis, nous tout seul, parce qu'il y a un moment où il peut pas tout faire, quoi. Puis après, défensivement, il a la traîne aussi. Donc, Si on peut parler un peu de tactique, c'est ce qu'on avait un peu mis en place au JO. je me rappelle. Le fait de l'isoler, c'était pour moi le match le plus abouti tactiquement en parlant qu'on ait fait sur les 3 dernières campagnes. Ce match-là contre les Slovènes en demi-finale des JO. Et c'est vrai que le forcer à prendre les décisions seul et à l'isoler de ses coéquipiers, enlève une grosse partie de son jeu parce qu'on voit bien sûr ses points, mais alors il y a une stat de points of assist, donc les points qu'il donne par rapport à ses passes décisives, où il était juste incroyable. Et il est toujours incroyable parce qu'en fait, C'est un sacré quand il joueur. part sur sa main droite, il marque des points parce qu'il il est costaud, il peut prendre le contact, il peut aller finir, mais surtout, il distribue des caviars à ses coéquipiers. Donc, une équipe qui est de shooters avec Chanchar, avec Prepelic, et s'il arrive à leur donner des ballons, en fait, tu as énormément de problèmes et tu peux pas l'arrêter et tu peux pas les arrêter. Donc, si tu l'isoles un petit peu, ce qu'on avait super bien fait, et lui aussi était en manque de réussite parce que défensivement, il devait se taper Batum, Luau Cabarro, enfin, il avait du monde sur lui qui le gênait. Et donc, il a forcé les situations et ça a permis de pouvoir défensivement faire le taf. Donc, ça faisait partie des choix tactiques sur ce match-là. Ouais. Ouais, parce que les autres, en fait, ils sont forts parce qu'ils ont des tirs ouverts. Parce que forcément, ce qui est logique, c'est on veut pas qu'il marque, donc on lui amène des aides. Mais il est tellement fort dans les passes, dans ce qu'il lâche, comme tu disais, il donne des caviars à tout le monde, qu'au bout d'un moment, quand ces mecs-là, ils ont pas la balle parce que tu donnes pas d'aide. Et aussi, au bout d'un moment, c'est difficile de marquer sans la balle. Et tu touches jamais la balle. Et au bout d'un moment, tu fais que défendre. Tu as une balle au bout de 5-6 minutes que tu es sur le terrain, il faut marquer. C'est pas pareil que si jamais tu as pris un ou deux tirs, déjà, tu t'es mis en confiance, etc. Voilà, c'est juste pas pareil. Mm. Prepelic, Tu as il relevé avait plus. Vas-y, pardon. T'as relevé un point super intéressant parce que justement, ce que tu dis, c'est totalement juste. Notamment, enfin, quand tu n'as pas de ballon en attaque, tu es de moins en moins impliqué en défense. C'est-à-dire que ses coéquipiers, après, comme tu dis, faisaient que défendre et jouer sans ballon en attendant d'avoir des passes. Et donc, du coup, tu fais un peu moins d'efforts naturellement en Bien défense. sûr. Donc, du coup, c'est un double projet qui est super intéressant. Les problèmes, d'un point de vue coaching, ils sont. Enfin, je sais pas si les gens derrière leur télé se rendent compte de de tout ce qui se passe et de tout ce qu'il y a à prendre en compte mais même en tant que coach, j'imagine que parfois il y a des trucs où, enfin, il y a tellement de données, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que enfin, c'est tellement riche notre sport. Exactement. Donc,
quand bon, bien sûr, j'entends des fois les critiques ou je peux lire des choses par-ci par-là. Il faut Et pas lire. Il faut pas lire. non, après, des fois, c'est intéressant parce que personnellement, moi, des fois, ça me remet en question. Tu dis il y a des choses que peut-être tu n'avais pas vues ou enfin, tu écoutes quand même. Moi, j'aime bien écouter les critiques parce que même si des fois c'est complètement bête, bah, ça permet de pouvoir justement être sûr de ce que tu as fait. Ou alors, au contraire, tu dis ah bah tiens, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est pas inintéressant. On peut aller pousser. Il a ouvert une porte qui mérite de pouvoir être explorée pour pouvoir voir d'autres choses. Moi, ça me dérange pas les critiques. Au contraire, bon, mais après, il faut avoir un petit recul. Faut aussi essayer de pouvoir faire un pas en arrière pour pouvoir essayer de voir la totalité des choses. Mais moi, j'aime bien regarder quand même. J'arrive Ok, pas à ne pas regarder. ok, Et, intéressant. ouais, c'est quelque chose qui est en moi et je peux pas Tu peux pas t'en empêcher. je peux pas m'en empêcher. Ok. Et donc, par rapport à ce que tu disais, bon, c'est sûr que les gens, ils n'ont pas toutes les cartes en main. Donc, des fois, ils partent dans des choses, ils interprètent sans trop savoir. C'est vrai qu'il y a non seulement il faut jongler avec les choix que tu fais par rapport aux adversaires, mais aussi par rapport à toi, par rapport à la forme du moment. Il y a beaucoup de leviers. Donc, tu ne peux pas dire que la vérité, c'est juste ça. C'est pas possible. Dans le haut Trop simple. niveau, c'est ça quand tu entends les autres parler, ils pensent ah ouais, mais tu aurais dû faire ça. Dans Teach, il fallait l'emmener là, il fallait faire ci. C'est pas si simple que ça. Les choses sont pas toutes noires ou toutes blanches. Et s'il y avait le bon bouton pour savoir comment défendre Luka Doncic et le stopper, bah, ça fait longtemps que toutes les équipes du monde l'auraient fait et il n'aurait pas été Luka Doncic, il aurait été un joueur lambda qui joue en Régional 2 et qui est facile à stopper. Ouais. Donc c'est très compliqué de faire des choix très forts, très durs et de dire bah voilà, c'est comme ça qu'on va battre les adversaires. Donc c'est une multitude de choix, une multitude de décisions. Et quand tu fais un choix, bah, tu abandonnes autre chose. Donc en fait, c'est toujours un jeu de je vais lâcher ça pour prendre ça parce que je pense que là, il sera moins bon sur ça. Donc, et après, tu t'adaptes pendant les matchs. Donc c'est pas si simple. Et puis après, bah, il y a aussi, comme j'ai dit au début, il y a aussi tes joueurs, ta façon de jouer avec laquelle il faut jongler et faut la matcher avec les adversaires. Donc ça c'est ce genre de choses par exemple, enfin voilà, tu dis bah, je mets ce joueur-là parce que je pense que offensivement il va poser des problèmes, mais défensivement par contre ses défauts sont ça. Donc tu vas te dire est-ce que je vais encaisser plus de points parce qu'il n'est pas bon sur cet aspect défensif-là que je vais marquer des points en attaque sur ça. Donc et c'est pour ça que c'est difficile de dire bah non c'est une erreur et il fallait pas faire ça, il fallait pas mettre ce joueur-là sur le terrain à ce moment-là parce que du coup je sais pas si je suis clair, mais Si, si. c'est toujours la balance entre les Tu prends des gains et paris. voilà, c'est ça. Tu fais des paris, tu es obligé de vivre avec, et des fois ça marche pas. Et après, on va dire, oui, ben, c'est un mauvais technicien parce que ça marche pas. Mais non, parce que du coup, si ça marchait, tu aurais dit que c'était un bon technicien. Donc, c'est la difficulté des choses. C'est pour ça que Tu j'ai du mal à être catégorique. vois, je vais citer Elric qui, quand on a eu sur le podcast, il parlait du match 5 que vous avez joué avec l'Asvel contre Monaco. Et il parlait du hammer screen pour William Howard qui met le tir là pour vous faire Mhm. gagner concrètement. Et Ouais. il dit on va dire c'est un super choix de coach. Mais si jamais Elie Okobo il drive, il veut pas faire la passe. Ou alors il l'envoie dans les tribunes. On va dire c'est un mauvais choix de coach. Non, Mhm. c'est un bon choix de coach mal exécuté parce que ça peut arriver aussi pour plein de raisons où ça marche pas Mhm. comme on veut. C'est jamais aussi simple que on fait ça donc on Mhm. va faire ça. J'ai vu beaucoup de gens par rapport, on va reparler un peu de la finale. J'ai vu beaucoup de gens dire ah bah ouais mais il fallait bloquer Juancho Hernan Gomez. Mais quand tu regardes l'Espagne,
tu te dis pas, ah bah tiens, on va se mettre tous en deny sur Juancho pour qu'il touche pas la balle avant le match. Et puis on va laisser Lorenzo Brown jouer les pick and roll tout seul sans aide. Bah non. Lorenzo Brown, il est beaucoup trop dangereux. Et donc Mm. forcément, tu fais le pari et tu dis, bah on va leur laisser un peu des tirs aux autres pour voir s'ils vont mettre. Et bah après, tu contrôles pas qu'il y a des mecs qui arrivent et puis ils mettent des tirs dans tous les sens. Ça fait partie du jeu. Puis, et puis aussi, à quel moment tu t'adaptes? Parce que tu te dis, est-ce que c'est juste Il en met un passager? ou deux, on Est-ce que tu en mets s'arrête. un ou deux? Est-ce qu'il en met quatre? Tu peux pas savoir. Hmm. Donc, c'est très difficile de dire. Après, bon, c'est sûr que quand on est sur son canapé, c'est plus simple de se dire, bah, tiens, il faut l'arrêter. Il met plein de tirs, il faut l'arrêter. C'est que ton choix tactique, il est en fonction de ce que tu penses, en fonction des tendances des adversaires. Donc, par exemple, par rapport à Herman Gomez, il n'était pas réputé sniper, en tout cas sur la compétition et même en carrière. On sait qu'il peut en mettre, on sait qu'il est adroit, mais ce n'était pas la force première de l'Espagne sur Pas ce du tout. match-là. Et de toute façon, en finale, il y a toujours un joueur qui se révèle. C'est toujours le moment où un mec sort de sa boîte. Juste un exemple. Alors, elle commence à dater cette finale LNB, mais la finale de Limoges-Strasbourg, où tu as, j'oublie son nom même, mince, l'intérieur hyper costaud de Limoges qui mettait pas un tir à mi-distance, qui en a mis trois d'affilée et qui a fait changer le cours du match et a fait gagner Limoges. Donc Zerbo, Fréjus Zerbo. Fréjus Zerbo. Euh, donc tu t'adaptes par rapport à quelque chose et puis, voilà, sur les finales, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc, bien sûr que tu peux dire, bah, tiens, il fallait l'arrêter, il fallait pas. Mais sauf que si c'était pas son point fort, ouais, ça fait partie du jeu. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on avait fait une petite analyse, nous, avant, et clairement, l'homme à tout faire, celui qui, notamment contre la Lituanie, avait été monstrueux et veut vous faire des tirs à tout le monde, c'est Lorenzo Brown. Donc, au bout d'un moment, Mm. tu essaies de limiter ce que lui va faire, et tu peux pas tout contrôler. Alberto Diaz, par exemple, a mis des gros tirs aussi contre vous, on n'en a pas assez parlé d'ailleurs, Mm. et bah, c'est pas non plus réputé pour être un gros shooter, mais au bout d'un moment, même s'il met des tirs, il faut faire des choix, quoi. Toi d'ailleurs, C'est ça. ça fait une bonne transition sur ton travail. Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur, parce que tu prépares des choses euh, en direct par rapport à Vincent, ce match-là en particulier, je sais que bah, il y a une communication forcément pendant le match Mhm. des trucs que tu vois par rapport à ce que vous avez préparé. Toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu l'as ressenti ce match-là en particulier? Bon, déjà, ce qui est frustrant, c'est que tu pars à chaque fois d'une base en te disant ton équipe, c'est ça, les adversaires, c'est ça. Enfin, en tout cas, grosso modo. Quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. Dans nos qualités, ce qui était le cas sur tout le championnat, et même c'est un peu dans notre ADN, Identité. c'est identité, c'est notre façon de défendre tout terrain sur le porteur de balle et surtout sur les non-porteurs de balle où on était très bon pendant toute la compétition, où on empêchait les relations de passe facilement et on faisait déjouer un peu les adversaires. Euh, Ce qui est embêtant, c'est qu'au-delà de Herman Gomez, la première mi-temps, on n'était pas dans notre identité. On Ouais. défendait un peu moins fort. Et notamment, ce qui était le plus marquant, c'est qu'il y avait énormément de passes qui se faisaient. Ils bougeaient la balle un peu trop facilement. Donc, c'est là où c'était frustrant, c'est que défensivement, on a mal abordé cette finale. On a mal abordé le fait de mettre de la pression et on s'est rattrapé en deuxième mi-temps au départ jusqu'à ce qu'on revienne à -3 où là défensivement justement on les étouffe un petit peu mais à mon goût et en réfléchissant peut-être un peu trop tard parce que je pense qu'il faut marquer les premières minutes d'un match et surtout d'une finale sont cruciales et permettent de set the tone, de marquer le ton pour les adversaires en disant bah, tiens, ça va être difficile de se faire des passes, ça va être difficile de jouer parce qu'ils nous empêchent de faire tout. Si on ne les empêche pas, on laisse les joueurs s'installer dans une confiance et c'est ce qui s'est fait, notamment sur des joueurs peut-être un peu moins prévus qui ont justement eu cette confiance-là. Donc c'est ce qui est le plus frustrant, c'est ce que je dis à Vincent à la mi-temps.
Mais bien sûr, Vincent, il le savait déjà parce que Il a il, décidé. il le voit déjà et même peut-être même avant moi. Donc c'est c'est ce qui est chiant en fait, tout simplement. Ouais. Euh, Ensuite, eux ont joué avec leur qualité, avec Lorenzo Brown qui prend les pics, qui distribue le jeu, ils ont jamais été embêtés. Donc après, même si tu parles de super tactique et de points précis sur pick and roll, ok, mais si déjà à la base tu n'es pas toi-même, ben, tu peux pas matcher avec l'adversaire dont tu avais fait des choix par rapport à toi. C'est ce qui pour moi, c'est là la clé du match, c'est le début du match, défensivement, de faire les efforts qu'on avait l'habitude de faire. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'ils mettent beaucoup de tirs sur des sorties d'écran. On l'avait dit d'ailleurs avant le match. Faut les pousser un peu. Faut leur rendre difficile un petit peu la vie. Il y a un truc qui, moi, j'ai trouvé marquant personnellement, c'est dans l'attitude. Tu vois, avant le match, où tu sens qu'ils sont rentrés dans le match relâchés. Tu vois, vraiment en mode on n'aurait jamais dû être là. C'est un miracle qu'on soit là. De toute façon, les Français ils sont trop forts pour nous. Ils sont trop athlétiques. Ils sont trop. Voilà, on n'y arrivera pas. Et donc, ils sont rentrés avec une sorte d'énergie positive qui fait que dès que tu mets un ou deux tirs, tu as tout le public et puis l'énergie du truc. Et où forcément, bah, pour contrer ça, comme tu disais, bah, il faut leur rentrer dedans un peu, il faut leur faire perdre une ou deux balles, faut les faire douter. Et quand ils n'y arrivent pas après et qu'ils ont commencé à mettre des tirs et qu'ils ont cette confiance, même si tu les impactes après, le corps humain il fonctionne bizarrement. Il y a un truc qui fait que bah, après c'est dur quoi. Mm. De... Ben, c'est ça. Et c'est pas un problème offensif, c'est pas un problème de. J'entends justement quand je regarde et j'entends les critiques par rapport à notre façon de jouer, les pick and roll, les pertes de balles. Bien sûr, les pertes de balles font mal. Bien sûr que leur donner des ballons pour qu'ils puissent avoir des situations de jeu rapides et de panier facile, ça fait mal, bien sûr. Mais si tu les avais un peu justement bougés et fait douter eux offensivement, je pense que le match ne serait pas pareil et, euh, et, et, et ils n'ont pas cette confiance qu'ils ont après. Et nous, justement, si on fait des stops, on a des situations de jeu rapide, des situations de panier facile. Donc, du coup, on se rassure offensivement avec des choses simples. Donc, je pense que la bascule s'est faite là au départ. Maintenant, il n'y a pas que ça comme excuse. Comme je dis, c'est un tout, c'est global, c'est des petits ajustements partout. Mais la base, c'est que notre identité n'a pas été respectée au départ, à mon avis. Ouais, je comprends. Bon, et à part ça, on peut parler de l'attaque rapidement par rapport à ton travail à toi, parce que l'Espagne, en plus de cette année, ce qui est très marquant, c'est que eh ben, ils sont un peu difficiles à prédire. Ils ont fait zone sur des touches sur plein de matchs, mais contre vous, ils l'ont quasiment pas fait. Ils ont fait boîte à des moments, mais ensuite ils ont arrêté. Tu sais qu'ils vont faire zone, tu sais qu'ils vont faire boîte, tu sais qu'ils vont faire individuel, tu sais qu'ils vont varier défensivement. C'est des choses que vous avez pas joué de toute la campagne. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que sur une campagne, tu as un temps qui est relativement court. Alors, tu as les années avant, mais voilà, c'est une nouvelle équipe, donc tu as une façon de jouer qui est particulière. Vous avez affronté des choses, enfin, vous alliez affronter des choses face à cette équipe-là que vous n'aviez pas vues avant. Euh, tu as un jour et demi d'entraînement pour préparer, en gros, comment on va attaquer, alors que pour l'instant, on l'a pas fait. Euh, Par où tu commences? Alors bon, bien sûr que on n'avait pas vu énormément de zones. On avait vu un petit peu sur la prépa. Je parle d'attaque de zone à l'entraînement en préparation des matchs. Mais ce qui est difficile à appréhender, c'est le changement en fait. C'est que Ouais. en fait, là où ils étaient très forts, c'est de pouvoir mettre le doute dans la tête des adversaires en changeant à chaque fois de système défensif. Alors il n'y avait pas que la zone, hein, il y avait aussi beaucoup de switch, il y avait un peu de next, la défense très forte des Espagnols, il y avait énormément de, d'aide défensive qui permettait de pouvoir couper énormément les lignes de passe, et ce qui était complètement différent de ce qu'on avait vu avant sur les équipes qui étaient plutôt en protection de la raquette. Donc eux prenaient énormément de risques pour te faire douter et te faire perdre des ballons.
Donc, quand tu l'as jamais vu et quand tu l'as jamais travaillé, et quand tu as une équipe en plus de ça où il y a beaucoup de nouveaux joueurs et des joueurs qui n'ont pas eu cette expérience d'Euro, ben, il faut essayer de les prévenir, il faut montrer les tendances, il faut montrer les vidéos. Mais le terrain est le seul vraiment levier qui marque énormément les joueurs et qui permet de pouvoir progresser. La vidéo fait progresser, mais il n'y a pas que la vidéo qui fait progresser une équipe collectivement. Donc c'est très particulier parce que comme tu dis, on a eu très peu de temps d'entraînement. Le temps d'entraînement, il faut être efficace. Il y a énormément de choses à parler. Il y a bien sûr comme on vient de dire, l'attaque, mais aussi notre défense qu'il faut aussi parler par rapport à leur forme de jeu, leur façon de jouer, les joueurs majeurs. Donc, tu as très peu de temps pour préparer ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est la même chose pour toutes les équipes. Donc, c'est la même chose pour eux. Après, nous, on était moins changeants défensivement, donc peut-être que ça permet de eux avoir un peu plus de temps de travailler sur d'autres choses et d'être plus concentré et effectif sur certains aspects. Mais ouais, donc ça fait partie des choses. J'ai essayé de recenser toutes les façons de défendre des Espagnols en montrant leurs points forts, leurs points faibles. Surtout leurs points faibles d'ailleurs, quand tu cherches à les attaquer, c'est ce que tu regardes. C'est ça. Et on a des joueurs qui sont très sensibles à ça, qui veulent énormément voir le point faible des adversaires. Mais du coup, c'est beaucoup d'informations. Et c'est en ça qu'ils sont bons. C'est que tu peux donner beaucoup d'informations aux joueurs, mais est-ce que un joueur est capable, ou une personne, pas nécessairement qu'un joueur, elle est capable de pouvoir assimiler toutes ces informations en si peu de temps. Donc c'est en ça qu'ils étaient relous, c'était leur spécificité. C'était pas une équipe de défenseurs purs, puisque il y avait Diaz qui défendait très bien, mais après ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y a deux, trois trous d'air, on va dire. Il y a des mecs qui n'arrivent pas trop à défendre les courants d'air. Ouais. Mais ils s'entraidaient. Ils créaient ces trous d'air-là. Ils n'avaient pas peur d'avoir des trous d'air. Ils prenaient des risques. Et ensuite, ils s'entraidaient pour pouvoir justement pallier à toutes leurs erreurs défensives. Donc, c'est très particulier à mettre en place en attaque. Et c'est pour moi, alors bien sûr que on a moins bien joué offensivement sur ce match-là en plus, notamment que sur les autres. Mais comme je reviens quand même au départ, de l'autre côté, il faut que défensivement, tu puisses être au niveau, voire au-dessus, pour pouvoir gagner ce match-up-là. Donc, au lieu de faire un combat tactique contre eux avec leur façon de défendre, peut-être qu'il faut nous défendre de notre manière pour pouvoir justement avoir ces paniers faciles qui font la différence. Parce qu'en vrai, et ça c'est valable dans tous les championnats, quand tu regardes statistiquement le nombre de points que tu marques sur demi-terrain, sur forme de jeu, il est à la marge comparé au nombre de points que tu marques sur jeu rapide, sur les rebonds offensifs, sur les choses qui ne sont pas tactiques. Donc, bien sûr que ça peut, à ce niveau-là, ces petits points-là font la différence. Mais le gros du truc, et c'est pour ça que les Américains sont très forts et ont été dominants, parce que défensivement, à la base, c'est les Américains, ils ne perdent pas un duel. C'est avant tout des gros défenseurs ils ont beaucoup de fierté dans le 1 contre 1. Et c'est ce qui fait la différence avec les équipes européennes. C'est que, voilà, d'abord, ils mettent de la pression défensive. Et ensuite, quand tu regardes les highlights des équipes américaines au JO, au championnat du monde, en fait, c'est d'abord du jeu rapide, quoi. Parce que les Américains, de mémoire, je crois que c'était une vingtaine de points de jeu rapide par match en moyenne. Garçons et filles, c'est pareil. Ils mettent des taquets, ils défendent fort, et puis des ballons, et ils vont vite devant, tous. Exactement. Donc, ils ont compris ça depuis longtemps, eux, parce qu'ils ont souvent, on a tendance à dire qu'ils ont des années d'avance. En fait, ils se prennent la tête avec ce qui est effectif et ce qui fait gagner des matchs. Donc, c'est défensivement qu'on gagne un match.
On l'a toujours dit, il y a des notes dans tous les vestiaires de France, d'Europe, en disant c'est en défense qu'on gagne des titres, parce que c'est vrai, tout simplement. Parce que quand tu vois les matchs se resserrent, quand il y a la pression, quand les adversaires sont forts et que c'est difficile de marquer des paniers, bah, c'est des paniers de contre-attaque qui te fait gagner des matchs. Et les paniers de contre-attaque, tu les as comment? En défense. Donc c'est ça. Donc bon, bien sûr que tactiquement, offensivement là, avec leur façon de jouer, bah, c'était difficile à attaquer. Mais quand tu regardes bien, je pense pas que c'est là où on a le plus de difficultés, parce qu'on a quand même marqué des points. Mais on a perdu des ballons. Et c'est ça qui fait que la différence, c'est sur les pertes de balles offensives, qui fait qu'on aurait peut-être dû peut-être un peu mieux garder la balle et défendre un peu mieux, ce qui nous aurait peut-être changé l'issue du match. Mais bon, avec des peut-être et des si. C'est en me parer en bouteille, c'est ce qu'on appelle ça l'expression. C'est ça. Bon, on va arrêter de remuer le couteau dans la plaie, on va arrêter de parler de l'Espagne, on va laisser ça de côté. Pour parler de ton travail, pour les gens qui s'imaginent que tu joues à Candy Crush derrière ton ordinateur et que tu fais rien, je vais essayer de vulgariser rapidement certains trucs et puis ensuite tu me diras, tu me donneras ta vision des choses. De ce que j'ai vu et puis de ce que je sais, il y a deux grands logiciels à partir desquels tu travailles. Instat, qui est en gros le logiciel qui permet d'avoir tous les matchs, d'avoir toutes les possessions offensives, toutes les possessions défensives, d'avoir des stats déjà de points par possession, d'efficacité collective et individuelle. Et ensuite, tu peux télécharger ces matchs-là et les récupérer, les mettre dans SportsCode, qui est lui un autre logiciel qui, pour vulgariser, permet de regarder les matchs, de séquencer les possessions qui t'intéressent, pour ensuite pouvoir faire des montages vidéo sur un seul système. Tu les marques à la main et ensuite tu peux dire, bah voilà, une vidéo de tous les systèmes comme ça, je les regarde à la suite, comment ils ont été efficaces, comment ils n'ont pas été efficaces, ou nous d'ailleurs, on parlera après du débat, soit par rapport aux autres. Et puis ensuite pouvoir faire des montages et puis commencer à faire l'analyse. Est-ce que déjà, ce que j'ai dit en une minute est correct? Parfait. Je pense que tu pourrais être analyse vidéo. C'est les deux logiciels. Je rajouterais Phasro, mais c'est juste un logiciel de dessin pour pouvoir Ouais. montrer les formes de jeu. Donc, bon, ça c'est entre guillemets à la marge, mais là, le fond de mon travail se fait sur ces deux. Alors, un est un logiciel, l'autre est une plateforme sur Internet. Donc voilà, ça me permet de pouvoir présenter. SportsCode est vraiment utilisé pour présenter et sur un autre aspect du travail aussi, c'est ce que je fais en direct et l'analyse que je fais en direct. Mais pour pouvoir analyser en amont les adversaires, j'utilise vraiment plus Instat en termes de statistiques et de recherche d'analyse et de tendance sur Instat. Et SportsCode me permet de pouvoir trier les séquences et de pouvoir les nommer et justement les présenter. Et la présentation est très importante parce qu'elle permet de pouvoir être efficace, passer les messages qu'on veut et de pouvoir voilà, montrer ce que tu veux faire tactiquement, faire les arrêts sur image, montrer des highlights sur des joueurs, suivre des joueurs comme les joueurs sur Touquet pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc pour moi, j'y accorde énormément d'importance à la présentation parce que je pense que si tu présentes mal, si c'est pas lisible, si c'est pas facilement bah, Interprétable, enfin voilà, bah, du coup les joueurs ils lâchent. Donc c'est super important de pouvoir bien présenter et SportsCode Huddle, SportsCode nous aide énormément par rapport à ça. Oui, vas-y. Non, j'allais juste te dire, parce que je pense que tu l'as mentionné avant et c'est super important. Si seulement il suffisait de dire aux joueurs, sur 2 côtés, on fait ça, sur 5 machins, on fait ça, quand il fait ça, fais ça, attention aux joueurs, et qu'il l'intègre et qu'il l'applique et tout, ce serait magnifique. Sauf que l'enseignement et la formation, ça marche pas comme ça. C'est Non. impossible de retenir autant d'informations. Donc, c'est super important ce que tu dis de ton travail, c'est de récupérer toutes ces masses d'informations pour ensuite le pinpoint sur des trucs que tu as envie de transmettre, précis, choisis,
Et en plus, il faut que ce soit beau parce que on est comme des êtres humains. Quand il y a des trucs c'est de longs PowerPoint avec plein de trucs écrits, on regarde pas, ça Exactement. nous intéresse pas. Exactement. L'aspect le plus difficile dans mon travail est de pouvoir justement prendre cette tonne d'informations que tu peux avoir, choisir euh, un ou deux points très importants qui, pour toi, sera la bascule, et ensuite le présenter au staff pour qu'on puisse avoir un choix tactique par rapport à ça, et ensuite aux joueurs. Donc, c'est le plus compliqué parce que c'est facile de trouver comme je te disais, des excuses et dire voilà, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça parce que du coup, il y a tellement d'informations que tu dois savoir et tu dois essayer de chercher quelle est la bonne solution par rapport aux À adversaires, tes forces à toi mais, aussi. mais d'abord par rapport à toi. Parce que je veux dire une bêtise, c'est que si les adversaires sont bons sur le fait d'aller chercher des rebonds off, mais que toi, tu es la meilleure équipe au contrôle du rebond défensif, il ne faut pas perdre ton temps à dire, voilà, ils sont bons au rebond off, si tu penses que c'est ton point fort. Parce que peut-être que les adversaires ne vont pas t'attaquer sur ça. Notamment, en plus de ça, on parlait de jeu rapide, enfin voilà, c'est juste un exemple tactique. Si tu es très bon dans le jeu rapide, les adversaires, qu'est-ce qu'ils vont faire tactiquement? Ils vont se dire, bah, tiens, on va peut-être même moins aller au rebond off, parce que c'est une équipe qui relance énormément et qui anticipe énormément dans le jeu rapide, donc on ira moins. Donc si tu passes ton temps à parler du rebond off des adversaires, bah, tu te Tu trompes, perds du temps. parce qu'en fait, ils vont peut-être t'attaquer sur autre chose. Donc il faut aller voir par rapport au match-up qu'est-ce que serait leur point fort par rapport à tes faiblesses, et ensuite bah, du coup d'en faire une synthèse et de choisir tactiquement ce que tu vas faire et ce que tu vas présenter aux joueurs. Vincent Collet, il donne beaucoup d'importance à ça. Là où il met le plus d'importance, c'est d'abord sur soi, sur son équipe, et ensuite, par rapport à son équipe, les adversaires. Donc c'est de là où je me suis adapté par rapport à ses besoins. Et plus on avançait, j'ai eu l'expérience et j'ai engagé l'expérience par rapport à ce qu'il voulait et les commandes. Plus maintenant, bah, c'est plus fluide parce que je sais déjà ce qu'il veut quand je travaille. Donc moi, mon gros du boulot, et je l'avais déjà expliqué sur un autre webinaire, c'est avant de me lancer sur le match et sur la vidéo et regarder un adversaire, je dois essayer de comprendre, déguiser mon œil par rapport à ses points forts et ses points faibles. Donc, je passe avant tout un bout de temps à analyser et à essayer de décrypter les statistiques. Donc, c'est en ça que Instat m'aide, c'est que avant de chercher et de regarder la vidéo et de chercher les séquences que je vais montrer, bah, je vais déjà savoir où sont les points forts et les points faibles statistiquement. Donc, je vais regarder, je vais faire énormément de comparaisons avec nous, mais aussi de comparaisons avec le championnat ou le tournoi. Donc en disant, bah, tiens, eux, c'est les premiers sur le post-up. Eux, ils sont derniers sur la défense des off-screen. Eux, ils sont moyens au rebond, ils sont moyens sur les 1 contre 1, mais par contre, c'est les premiers sur l'attaque du close-out. Voilà, et toutes ces petites informations, bah, je vais essayer de les répertorier en essayant de regarder, de hiérarchiser ce qui est le plus important. Et quand je regarde ensuite la vidéo, ben, je ne perds pas du temps parce que quand tu regardes une vidéo, tu peux voir énormément de choses. Tu peux voir les attitudes, tu peux voir l'attaque, la défense. Il y a énormément de choses et tu peux t'y perdre. Et, euh, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de voir la vérité d'un match, par exemple. Tu te dis, bah, tiens, oh, j'ai regardé un match, sur leur dernier match, putain, ils ont vraiment appuyé énormément sur les backdoors. Ils ont fait énormément de backdoors. Donc, si tu regardes que ce match-là, tu te dis, oh là là, cette équipe-là, il faut faire attention au backdoor. Mais s'ils ne l'ont jamais fait, et si dans la comparaison avec toi ou avec le championnat, bah, c'est une équipe qui est plus que moyenne dans les situations de backdoor, bah, en fait, tu as vu juste un match où peut-être que l'adversaire leur a ouvert des backdoors et ce qui leur permis de pouvoir jouer. Je donne des exemples très vulgaires. Hein, Non, non, mais c'est, c'est super intéressant parce que c'est la base du jeu. C'est-à-dire que ça se trouve, ils ont fait ça parce que eux sont beaucoup en deny et donc forcément il y a des c'est backdoors. ça. Mais si nous on défend pas comme ça
et on n'est jamais en deny, et ben on va pas ouvrir les backdoors. Donc C'est ça ça. sert à rien de le montrer. Donc, c'est en ça que c'est très difficile de pouvoir trouver ce qu'il faut par rapport aux adversaires. Des fois, tu peux tomber pile, des fois, tu peux aussi te tromper. C'est pour ça que bon, j'essaye de ne pas faire qu'un seul point fort pour pouvoir euh, euh, ne pas être catégorique et dire c'est ça qui va nous faire gagner ou pas. Parce que les choses sont plus nuancées que ça. Ouais. Donc, moi, je commence toujours mes montages par le point fort ou le point faible de l'adversaire. Parce que je pense qu'au-delà de la stratégie tactique et dire, ben voilà, sur le système, tout ça, il faut qu'on fasse bleu, blanc, rouge et qu'on fasse ça, c'est le genre de choses-là qui, pour moi, sont secondaires si tu ne prends pas en compte le point fort ou le point faible qui match avec nous. Donc voilà, je commence par ça pour dire, voilà, c'est le plus important. Si vous devez retenir qu'une chose du montage et de notre volonté tactique, c'est ça. Et donc, du coup, ben voilà, je dis attention, l'Espagne, leur point fort, c'est le changement de défense. Je montre des clips de changement de défense. Je montre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. J'en montre pas beaucoup parce que plus tu en montres, plus ensuite tu as la capacité d'oublier et de pas retenir. Tu Donc, noies tu les essaies gens. Ouais. qui essayent de pas les noyer en disant bah voilà, c'est ça leur point fort. On est focus sur ça, on est d'accord, très bien. On a vu tactiquement ce qu'on voulait mettre en place. Maintenant, je peux vous parler de leur forme de jeu. Maintenant, je peux leur parler des joueurs majeurs, des tendances, des choses comme ça que je choisis, mais qui sont à la marge par rapport à la base de ce qu'on veut faire. Et ça, je vulgarise comme ça, mais c'est très très long et compliqué. Et c'est ce qui prend énormément de temps. Euh, mais c'est cette partie aussi sur laquelle on peut jouer en termes de temps. C'est-à-dire que souvent, on me pose la question, combien de temps ça te prend pour pouvoir scouter une équipe? Le temps Ben, que tu as. je peux pas répondre à cette question. Ça peut me prendre 10 minutes, comme ça peut me prendre 10 jours. Si j'ai 10 jours pour scouter, j'aurai 10 jours. Mon analyse sera plus pointue, mais ma manière de travailler et l'investissement que je vais y mettre sera toujours au maximum de ce que je peux avoir comme temps. Donc, on ne peut pas me dire, ouais, bah, t'as que ça comme travail à faire, bah, c'est plus simple, ça va vite, t'as qu'une équipe, voilà, en 2 heures tu me fais ça. Je pourrais le faire, mais ce sera moins précis et moins pointu sur l'analyse. Donc c'est la difficulté de mon travail qui n'a pas de temps, mais qui a juste un investissement. Ouais. Ouais, parce que ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'on demande en tout cas, ce que les joueurs sont demandeurs, et t'en as parlé, c'est les points faibles, mais tant collectifs qu'individuels. C'est-à-dire qu'il Mhm. faut non seulement dire collectivement, ils font ci, ils font comme ça, etc. Donc ça demande déjà tout un éventail de recherche. Et en plus, il faut donner des petites informations sur lui, par exemple, il attaque jamais à gauche. Donc tu Mhm. peux l'envoyer à gauche autant que tu veux, il va jamais y aller. Ou alors il y va pour tirer. Donc tu peux rester plus proche, alors que si tu es à droite, là par contre, donne-lui un peu de distance parce qu'il va vite, par exemple. Donc tu as en Mhm. fait ces deux univers-là qu'il faut mettre en face avec nous collectivement qui on est. Et nous, individuellement, c'est quoi les forces en présence dans les duels. Mhm. Tu disais tout à l'heure, ils sont, je sais pas, par exemple, derniers sur la création des meneurs, par exemple. Bon, bah, par exemple, tu peux leur dire, on va mettre de la pression parce qu'ils peuvent pas nous attaquer. Mais si en même temps, nos meneurs à nous, c'est pas forcément les meilleurs défenseurs, à quoi ça sert de prendre des risques pour rien aussi? Et c'était Mhm. cet équilibre-là entre les deux, il est super difficile à trouver. Et tu as parlé de Vincent qui se basait lui toujours, qui partait de lui. Nous, c'est qui Mhm. nos forces, c'est quoi comment eux vont nous attaquer, de tout recentrer sur soi. Et je pense que c'est la meilleure approche et que c'est la plus intéressante. D'où ma question suivante, comment c'est de travailler avec Vincent Collet et à part ça, qu'est-ce que lui t'a apporté dans ta formation? Parce qu'on ne connaît jamais vraiment le basket, c'est une formation infinie, il y en a pour tout le temps. Mhm. Qu'est-ce que lui t'a transmis et continue de te transmettre? Bah, c'est un peu de séparer ce qui est obvious de ce qu'il est moins, de pouvoir ne pas répéter les choses ne pas être un robot. Il me le disait beaucoup
quand j'étais au départ, jeune avec eux en équipe de France, il me dit tu n'es pas juste un robot et tu n'es pas juste un mec qui va découper les séquences. Il faut que tu puisses analyser et comprendre. Donc, il m'a poussé dans mes retranchements, à chercher les solutions et de pouvoir arriver avec une idée. Pas juste en disant, bah, tiens, ils font 40 fois le système 2, ils font 5 fois le système 3, et voilà. Il fallait que je vois la défense que l'ont mis leurs adversaires avant nos matchs, par rapport à notre défense. Essayer d'analyser les adversaires par rapport à nous, c'est quelque chose que je ne faisais pas au départ. Moi, j'analysais l'adversaire. Je disais, ben voilà, tiens, voici comment ils jouent, comment ils attaquent, comment ils défendent, et je vous refile le bébé et c'est à vous de choisir. Sauf que du coup, ça faisait perdre du temps quand on n'en a pas beaucoup. Donc, plus on va, moins ça se passer les matchs, plus les matchs vont se répéter, moins il y a tant de travail de staff pour pouvoir faire un choix tactique. Donc, c'est en ça que mon boulot est super important. C'est-à-dire que je vais commencer déjà à dégrossir à dire, voilà, c'est pas moi qui choisis le choix tactique, mais je vais commencer à orienter et à dire, parce que j'ai l'habitude, parce que je sais ce qu'on fait nous offensivement, défensivement, par rapport aux adversaires, le début de choix, c'est peut-être ça. Maintenant, des fois, en fonction de la forme de l'adversaire, en fonction des choses qu'on ne peut pas gérer, on a un joueur blessé, par exemple. voilà, on a un joueur blessé, on a un mec qui se sent moins bien, on a un match-up défavorable, tout ce genre de choses qu'il faut jongler avec. Ça fait partie du boulot du staff technique, dont je fais partie. Mais dans un premier temps, il faut que je commence déjà à arriver avec l'esquisse d'une solution et pas arriver juste avec un gros bloc d'informations et de données que je donne directement au coach. Donc, c'est en ça que Vincent m'a aidé par rapport à ma structure et à mon analyse des adversaires, qui fait que voilà, il me fait de plus en plus confiance par rapport à ce que je fais. Donc, c'est un boulot de confiance. Il faut qu'il ait confiance en moi parce qu'il ne pourra pas regarder 20 matchs de l'adversaire. C'est pas possible. Vincent va regarder des matchs, mais étant donné que les matchs se suivent très rapidement, il peut pas, c'est un humain, il peut pas regarder les 20 derniers matchs de l'adversaire et avoir une analyse sur les 20 derniers matchs. Donc, c'est à moi de le faire en amont, d'anticiper mon travail pour lui mâcher le travail lui et de dire, bah voilà, de tout ce que j'ai analysé, voici les choses les plus importantes et il faut qu'on puisse faire un choix tactique ensemble, mais le choix qu'on a fait précédemment, notre façon, notre identité, nous tend à ça. Donc, il faut qu'on le fasse pour être efficace. J'ai une question du coup de follow-up par rapport à Vincent. Tu as du coup maintenant travaillé avec pas mal de coachs. Si on ajoute un peu déjà de ton départ à Nantes, on en parlera tout à l'heure avec JB Le Cronier qui est un ami de la Process Corp qu'on salue, à Nanterre, à Pau, même à Lasvel, tu as eu plusieurs coachs. La question Non, évidente. moi j'en ai qu'un. T'es arrivé avec TJ? Ouais. Ok. Je croyais que c'était un enfant. Mes excuses. Du coup, ça fait plusieurs coachs. Ma question, c'est que moi, que je me pose, j'imagine que tous les coachs travaillent différemment. Ouais. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est si différent que ça, en fait, de travailler avec des coachs différents? Oui, parce que les coachs ne voient pas le basket de la même manière, encore heureux. Heureusement. J'aime bien voir les différences et voir les côtés positifs de chaque coach, parce que chaque coach a une manière de faire qui est différente et qui, moi, me permet de pouvoir, entre guillemets, j'engrange cette expérience pour pouvoir être meilleur en tout cas et essayer de pouvoir m'adapter en fonction de la volonté du coach, de là où il va mettre son focus, pour me dire, bah, tiens, peut-être qu'avec ce coach-là, on avait un focus sur ça, et ça me permet de pouvoir prendre un pas de recul, remettre un focus autre part, et avoir du coup
plus j'ai de coachs différents, plus j'ai de focus, euh, ou en tout cas des habitudes de focus différents. Et ça m'a beaucoup aidé. Je pense vraiment que ça m'a fait progresser énormément de pouvoir travailler avec JB, avec Pascal, avec Laurent Villa, avec Vincent, avec TJ. Ça m'a donné vraiment beaucoup plus d'arc à mon, De fil flèche à ton arc. de flèche à mon arc, parce que justement, j'arrive du coup à les comprendre et à essayer d'anticiper leurs besoins. Donc voilà, je vais pas passer tout le podcast à parler de la différence qu'il y a entre les coachs, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus défensifs, d'autres qui sont un peu plus offensifs, d'autres qui sont beaucoup plus sur l'adversaire, plus sur nous, ceux qui sont sur les systèmes, qui arrivent à bien mettre en valeur les joueurs sur certains aspects. Mais ça, c'est super enrichissant et c'est le côté un peu kiffant de mon travail de pouvoir justement avoir cette différence de point de vue qui pour moi, me rend meilleur. Parce que c'est ce qui est entre les coachs en soi, on n'a pas besoin de savoir qui fait quoi, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, ta personne, ta façon dont tu vois le basket, c'est la même. Par contre, et tu le disais, tu as une masse d'informations incroyable, donc tu as une façon de travailler pour arriver à un certain résultat. Mais le focus des coachs est différent, donc ça veut dire que préparer le même adversaire avec deux coachs différents, tu vas pas t'y prendre pareil. Est-ce que c'est pas ça Non, la magie du travail qui est tous les jours différent? bah ouais, c'est clair. Déjà que chaque adversaire est différent, et même dans les adversaires, en fonction de la période où tu les joues, c'est différent. Parce qu'un adversaire du début de saison et un adversaire de fin de saison, bah, c'est d'autres choses, c'est d'autres points forts à gérer. Donc c'est ça qui est un peu kiffant, parce que du coup, tu vas jamais trop répéter en fait. Et moi, Ouais, en plus de ça, je suis quelqu'un qui déteste la routine. Euh, et qui même dans mon process de travail, bah, je change tout le temps dans mon process. Même ok. les mecs avec qui je travaille, les mecs de Sportscode ou Easystat, quand ils disent, bah, tiens, un coup je fais ça, un coup je fais ça, un coup je codifie le match à la main, l'autre coup je le regarde sur Instat et je prends des attaques, des défenses. Enfin, j'essaie de changer pour enlever cette routine que je déteste. Et donc, bah, en plus de ça, bah, tu as tellement de balles avec lesquelles jongler que bah, en fait, tu t'ennuies jamais. Et des fois, tu te pinces et tu dis, ah, ouais, putain, c'est cool de faire ce que je fais là parce que du coup, bah, c'est complètement différent, c'est des nouveaux joueurs, c'est des nouvelles formes de jeu et tu kiffes juste ce que tu fais parce que c'est stimulant. Ce côté, euh, pas envie de routine, etc. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a poussé vers le scouting vidéo? Non, pas plus que ça. Ce qui m'a poussé vers le scouting vidéo, c'est que euh, j'ai commencé le basket tard. J'ai commencé à coacher tardivement, mais j'ai arrêté de jouer aussi très tôt pour me mettre dans ça. Et j'avais vraiment cette envie de pouvoir comprendre le jeu. Et je pense que la vidéo, c'était la meilleure manière de pouvoir analyser les choses. Parce que au départ, pour moi, le jeu allait trop vite. C'est-à-dire que regarder un match en tant que spectateur, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Il se passe trop de choses. Donc, voilà, il se passe trop de choses. Donc, j'avais envie de faire pause. Et la meilleure façon de faire pause, c'est en regardant un match avec une vidéo. Et de faire pause pour pouvoir ensuite dire, ah bah tiens, il a fait ça. Euh, et, et, euh, et c'est ce qui m'a suivi tout le temps et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de faire de la vidéo. La vidéo, je le kiffe parce que bah, grâce à, comme tu dis, à mes expériences avec les coachs et en me disant, bah, tiens, quand tu parles avec Vincent qui est très pédagogue et qui parle beaucoup de choses tactiques, les coupes, les choses comme ça, et quand ça va trop vite, bah, tu te rends pas compte de ce qui se passe, de tout ce qu'il a dit. Et par contre, quand tu fais pause, tu dis, ah putain, mais c'est vrai que quand tu vois, il fait cette coupe-là, ça libère ça, et le joueur est tout seul. Et en fait, bah, c'est un choix tactique de le faire. Et après, bah, du coup, si tu commences ça te pique. Et du coup, tu dis, bah tiens, j'aime bien regarder ce qui se passe, pourquoi ils ont fait ce déplacement, ce système sert à quoi. Et tout ça, ça donne de la beauté un petit peu
à ce sport qui est très tactique et qui, plus tu le regardes, plus tu te dis, putain, c'est beau de voir pourquoi ils ont fait ça plutôt que ça. Et pas juste regarder les highlights et les choses obvious. Ouais, moi je suis pareil, hein. Moi, Ouais. d'ailleurs, c'est une des réponses que je donne souvent quand on me dit est-ce que c'est mieux le basket féminin ou le basket masculin. Je m'en fiche un petit peu parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie d'échecs Mhm. tactiquement. Parce que c'est ce que moi, honnêtement, personnellement, je trouve le plus, le plus, le plus beau. Le côté spectaculaire et tout, c'est très bien pour attirer les gens, mais bon, Mhm. on fait vite le tour. Et par contre, la partie d'échecs, on en fait jamais le tour. Moi, je Non, trouve clairement. il y a un truc que je trouve super intéressant, et dans plein d'interviews que j'ai vues de chez toi, j'ai toujours vu au moins une fois la phrase euh, je sentais que je méritais pas d'être là, ou Ouais. j'avais un déficit de confiance, parce que bah, justement, tu as commencé tard le basket et que tu avais l'impression d'être toujours derrière. Mhm. Euh, alors que bah, l'important, c'est d'apprendre et d'aller chercher. Mhm. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, t'as encore ça ou t'as perdu ou maintenant, ça y est, Ah, tu j'ai commences à toujours. être. T'as toujours. Non, j'ai Ouais. toujours. Ah, clairement. Clairement, j'ai toujours. Quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'adorais être cobaye, j'adorais être le premier à intervenir, j'adorais à poser les questions. Et souvent, j'avais tendance, alors des fois, je tapais juste, mais je tapais aussi à côté. Et tu as ce côté un peu, ce regard un peu accusateur, de jugement des coachs qui te formaient ou des mecs avec qui tu étais en disant, mais lui, il est con, bref, Ouais, je parce que comprends. tu faisais des erreurs. Mais moi, c'est ça qui me fait avancer. Il y a que ça qui me fait avancer. Et ce sentiment de pouvoir être illégitime m'a fait perpétuellement avancer. Et c'est ce qui m'a amené aussi à la vidéo. Parce que justement, comme pour la petite anecdote, quand j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, c'est l'entraîneur région, je crois, c'était avant qu'il y ait le CQP. Il y avait un module de vidéo. Et euh, tu l'as et foiré, c'est ça? et j'ai eu un truc comme 3 sur 10 ou 4 sur 10. Ouais. Euh, et la personne m'a dit, mais enfin, en gros, tu t'es pas fait pour ça, quoi. Et, et, et c'est ce qui m'a donné envie, parce que et puis même dans mes études personnelles quand j'étais jeune, comme ça, à chaque fois qu'on me mettait dans une case et qu'on me disait, mais tu peux pas faire ça, toi, fais T'as donné autre envie de le chose. faire. Au contraire, j'avais envie de le faire et j'ai envie de bosser plus que les autres pour pouvoir y arriver. Et, et quand j'ai justement passé mon diplôme d'assistant vidéo, en fait, j'étais à fond, j'étais heureux, j'étais dans mon élément parce que je me suis dit, bah, tiens, on ne croyait pas en moi. Donc, du coup, j'ai bossé énormément, j'ai fait des nuits blanches alors qu'il n'y avait pas de besoin nécessaire. Mais je le faisais parce que je me disais, bah, tiens, il faut que je rattrape les autres. Et j'avais toujours l'impression que les autres étaient meilleurs que moi. Et à chaque fois que je regarde le travail d'un autre, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose, quand je vois le travail d'un autre, je me dis, mais putain, il est meilleur que moi sur cet aspect-là. Et je vais chercher le point où je pense qu'il est meilleur que moi et je vais essayer de m'appliquer, vraiment d'être précis dans ça parce que j'ai envie d'être meilleur que lui. Donc, je vais chercher pourquoi je pense qu'il est meilleur que moi, même s'il est à un niveau moindre, même si quand tu vois, par exemple, j'échange avec des mecs, ils sont peut-être en Pro B, en N1, je dis, mais putain, mais ça, il le fait super bien. S'il continue comme ça, avec cet aspect-là, il sera meilleur que moi dans pas longtemps. Donc, ce que je fais, c'est que je vais chercher ça et je vais dire, bah, tiens, il m'a eu là, donc je vais avoir. Je te donne un exemple, cet été, en Summer League, j'ai pu être en Summer League et voir un petit peu toutes les équipes évoluer à Vegas. Et il y avait un assistant vidéo qui faisait du scouting en direct. C'est-à-dire qu'il avait le flux vidéo du match. Il séquençait en direct ce que je fais moi en indirect. Je séquence, mais après, je récupère le match après. Et lui, il pouvait voir les images directes. Et ça m'a énervé. Je me suis dit, mais il est meilleur que moi. Il faut que je trouve une manière pour pouvoir être De faire ça en direct. de faire ça aussi en direct. Et j'ai réussi cet été. Et je l'ai fait pendant le championnat d'Europe. Alors, j'ai réussi en 2 temps parce que quand on était à Cologne, c'était impossible pour la FIBA de nous donner le flux vidéo. Parce qu'ils pensaient que j'allais faire du broadcast ou prendre le flux vidéo et, euh, et, Il a dit et, ça au temps mort, donc non, non, pour non, ils pensaient que j'allais non. chanter, chanter la FIBA et donner ce flux vidéo Ah, en live gratuitement pour les ok. gens.
Donc, D'accord. quand j'ai expliqué ce que je voulais, ben, pour la première fois de l'histoire de la FIBA au championnat d'Europe, ben, ils m'ont donné ça pour que tactiquement, je puisse les avoir. Donc, c'était une grosse avancée et j'étais plutôt fier de moi et d'être le premier à le faire. Et du coup, j'ai réussi à le faire. Alors, il y a eu des bugs parce que le boîtier que j'avais est un peu obsolète. Enfin, bref, c'est tactique. Mais j'ai réussi à le faire très bien sur certains matchs. Et j'étais super fier de moi parce qu'à la mi-temps, bah, j'allais voir les joueurs et je leur montrais les images et j'étais comme un gosse parce que du coup, je me disais, bah, tiens, j'ai réussi à faire mieux que, enfin, en tout cas aussi bien que le mec que j'ai vu en NBA. Euh, donc, je suis content, je suis content de moi, tu vois. Et c'est comme ça que moi, je me construis, toujours en me mettant en dessous des personnes qui font le même métier que moi. Parce que j'essaie d'avoir cette humilité en disant que bah, j'ai pas la science infuse et c'est pas parce que je suis en équipe de France et en Euroleague à Lasvel que je suis le meilleur. Loin de là. Mais par contre, comme je suis à ce niveau-là, j'ai des responsabilités et il faut que j'essaye au moins de pouvoir atteindre ce niveau-là. L'humilité, c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre et d'être compétitif, hein, parce que t'as- c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Il y a des entraîneurs partout qui ont des milliers de connaissances dont Ouais, il faut pouvoir exactement. en profiter. Et c'est con de se dire non, mais lui, de toute façon, ça, je suis pas d'accord. Même sur des trucs où on n'est pas d'accord, où on a une vision différente. Moi, je Mm. pense personnellement que c'est super enrichissant de s'asseoir et d'essayer de comprendre pourquoi la personne elle pense différemment et qu'est-ce que je peux tirer de cette personne. C'est ce que tu racontes en fait. Qu'est-ce que je peux Mm. sortir de cette personne pour moi me l'approprier et que je devienne la meilleure version de moi-même, quoi. C'est ça. Et puis bon, le basket, c'est pas une science exacte. Non. Et puis de toute façon, il y a pas qu'une seule solution. Donc en vrai, tu dois essayer de jongler avec toutes les solutions possibles, voir celle qui va le mieux avec ton état d'esprit, ta vision des choses, et voilà, etc. Mais c'est sûr que c'est pour ça que, comme je te disais, j'écoute les critiques parce qu'il n'y a pas qu'une seule vision des choses. Et même dans les critiques, même du mec qui joue en départemental 2 et qui regarde un match tous les 3 ans, ben peut-être qu'il a vu quelque chose Que toi qui t'avais est pas vu. intéressant, que je n'avais pas vu et qui me permet de pouvoir avancer. J'essaie de pouvoir tirer le maximum, le meilleur des gens pour pouvoir être le meilleur, mais bon, c'est pas facile. Et puis après, il faut avoir aussi c'est quand même quelques certitudes, il faut aussi avoir sa vision des choses, mais il faut s'ouvrir aux autres et il faut, pour pas que les autres puissent te dépasser. Et ça, c'est quelque chose qui est en moi, parce que je me suis dit, bah, tiens, je suis arrivé à ce niveau-là, j'ai dû dépasser des gens, j'ai dû prendre la place de certaines personnes, ou en tout cas des personnes qui étaient là depuis longtemps. Ben, il y a quelqu'un qui quelque part Tu vas en faire France, pareil. tout ça, qui va faire pareil. Et comme j'ai envie de rester un peu encore à ce niveau-là, ben, j'essaie de continuer à progresser pour que le moment où la personne va prendre ma place, ben, ce soit le plus tard possible. Ou parce que tu seras parti quelque part de mieux. C'est ça. Ça, il y a que le futur qui le sait. Ça, on peut pas dire, mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que travailler pour la NBA, j'imagine que ce serait un truc qui Ouais, te botterait. ouais, c'est un objectif aussi. Maintenant, après, il y a plein d'étapes avant, et puis il y a plein de choses sur lesquelles il faut que je continue à progresser avant de penser à ça. Donc, je le mets dans un coin de ma tête, et puis, mais c'est sûr que bah, être dans la meilleure ligue du monde, euh, être là où sont les meilleurs joueurs du monde, c'est vrai que ça donne toujours envie. Mais pour l'instant, je suis très bien où je suis. J'ai encore plein de choses à apprendre et j'essaie de prendre le maximum et puis ça se passe plutôt bien. Donc j'essaierai de continuer à gagner des choses et faire en sorte de tout mettre en place pour gagner. Tu profites du moment présent et en même temps, C'est ça ça, t'empêche pas de rêver. C'est beau. exactement. Ce serait pas Exactement. mal pour un Guyano-breton qui connaît rien au basket et qui est nul d'arriver en NBA. Clairement, clairement. Ce serait pas mal. Ouais, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Parce que ouais, c'est marrant. Je vais revenir rapidement à ce que tu disais par rapport aux critiques. On en a parlé un peu tout à l'heure. Par rapport à un mec qui a pas trop confiance en lui, psychologiquement, c'est un réflexe assez normal d'aller voir ce que les autres racontent, de douter de soi. Est-ce que ça t'affecte de voir les commentaires des gens et surtout,
est-ce que ça affecte les gens autour de toi? Parce que souvent, c'est les gens autour de toi qui regardent aussi ce qui se dit pour venir te le rapporter. Alors, pour ça, j'ai une chance, c'est que ma famille très proche regarde très peu, mais, mais vraiment très très peu. Et des fois, ne sait même pas où je joue. Enfin, D'accord, ils et sont donc, pas du coup, basketteurs. non, ils sont pas très, très, très basketteurs. Ils apprécient le fait que je sois à ce niveau-là. Ils regardent un petit peu, mais de loin. Mais ils n'ont pas ces réflexes de basketteurs et ça les impacte. Je ne pense pas, en tout cas, ça les impacte pas souvent. Pas beaucoup, je veux dire. D'accord, tant mieux. Donc, ça m'impacte pas indirectement via la famille. J'ai des amis, par contre, qui eux, Eux, sont par contre, c'est basketteurs, donc qui regardent un petit peu et qui, dès qu'il y a un truc sur moi ou un commentaire, ben, me le passe via les réseaux aussi. Et c'est eux qui sont un peu plus impactés que moi certaines fois. Donc, moi, je pense vraiment que le doute fait partie du processus. Alors, bien sûr, c'est facile à le dire comme ça. Enfin, c'est très théorique. On dit oui, bon, ça permet d'avancer comme ça. Bien sûr que ça pique, ça fait vraiment mal. Les premiers haters, les premiers mauvais commentaires que j'ai eus sur ma personne, alors que je suis quelqu'un de l'ombre et que je demande pas trop la lumière et que je veux pas trop la lumière, c'est vrai que au départ, je me dis, mais d'où ça sort? Enfin, et tu te remets en question, tu te dis mais pourquoi les gens sont négatifs, pourquoi ils parlent comme ça, qu'est-ce que j'ai et fait? qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie d'être le plus humble possible, j'essaie d'être gentil, d'être bienveillant avec tout le monde, et malgré ça, enfin, tu te poses des questions. Mais après, tu te dis, enfin voilà, c'est pas très grave en vrai. Et je te dis, moi, j'ai tendance à dire, avec le recul, pas sur le moment présent, mais dès que ça m'a piqué, je me dis, mais si ça m'a fait mal et que ça m'a permis d'avancer, c'était super positif, quoi. Ouais, je suis C'est d'accord. c'est- c'est parce que si ça te fait pas mal, l'être humain a tendance à dire, bah, si c'est pas grave, bah, vas-y, je continue. Mais si ça te fait mal et que ça t'a remis en question, bah, en fait, ça bouge les lignes et ça te permet de pouvoir avancer et progresser sur plusieurs aspects. Parce que si ça t'a, si ça t'a fait mal, c'est qu'il n'y a que la Une vérité part qui de blesse, il y vérité. a que, il y a que ça. Donc c'est très intéressant de pouvoir voir tous les aspects, les façons de voir. Ouais, mais c'est intéressant, tu vois, d'avoir des parcours comme toi, de voir des gens qui sont pas nés dans le basket. Tu disais, ta famille n'est pas du tout basketteur. Ouais, T'es né en Bretagne, mais t'as été élevé en Guyane et t'es c'est tombé en ça. fait sur le basket par hasard. Tu joues Mhm. au volley, c'est ça, non? C'est ça, c'est Puis exactement. après, t'as été ramené au basket C'est par ça. les copains. Alors, tu as très bien fait tes recherches. Ouais, j'ai commencé. Alors, j'ai pas été ramené au basket. J'ai surtout été humilié. Ah, Enfin, non, non, mais j'exagère, je rigole, mais j'avais des copains qui étaient très. Le volleyball en Guyane, et même, je pense que voilà, c'est un sport où les gens apprécient, mais pour être professionnel dans le volley, c'est plus difficile, c'est un processus un peu plus compliqué. ok. Et moi, j'avais un quartier un peu, j'habitais dans un quartier un peu chaud et avec des mecs qui étaient bah, très compliqués, on va dire. Et le volleyball, c'était pas un sport très masculin, très physique, très viril, quoi. Et Pas assez de contact. pas assez de contact et c'était plutôt quand on pense voler, on pense aux filles, au beach volley, aux shorts et choses comme ça. Et les mecs me mettaient un peu dans cette case-là. Ils disaient, Eh, mais toi, tu fais un sport de filles ou un truc comme ça. Enfin, et donc, du coup, bah, j'étais pas soutenu par mes potes et par quand tu grandis, c'est vrai que quand tu es jeune, tu es très influencé par les personnes avec qui tu es qui tu es. Et j'étais pas soutenu par mes potes qui étaient eux plus dans le foot que j'aimais pas trop et dans le basket que je connaissais mais vraiment de loin. Et si j'avais envie de rester avec les potes avec qui j'appréciais passer du temps et des Et trouver moments, leur bah, du coup, approbation aussi.
C'est exactement. Bah, j'ai dû aller dans le basket. Et pour montrer que j'étais pas féminé ou pas viril, bah, j'ai dû être encore plus dur que les autres dans des streets qui étaient durs. Donc mon point fort, c'était d'être justement être dans le contact, de pouvoir être dans la bagarre au basket pour pouvoir prouver que moi aussi, j'étais un gars solide, quoi. Et c'était très bête comme façon de penser, mais c'était quand tu étais jeune, bah, t'es bête, quoi. Et, et puis après, bah, j'ai été pris par le virus du basket parce que, bah, je crois à la base, j'étais plus attiré par le, le flow, quoi, du basket, quoi, les chaussures, le style, les personnes qui faisaient du basket étaient des personnes très stylées. Et donc, du coup, j'aimais bien cet environnement-là. Et puis, bah, le virus m'a pris. Mais il ne m'a pas vraiment pris en Guyane parce que c'est vrai que tout l'environnement basket, il est très limité en Guyane parce que en plus de ça, c'est pas un sport majeur et il n'y a pas énormément de compétition. J'ai fait que 1 an parce qu'après je suis parti en métropole pour les études, mais ça m'a vraiment pris quand je suis arrivé à Troyes en Champagne-Ardenne parce que petit à petit, je commençais à comprendre ce que c'était les niveaux de championnat, qu'il y avait des équipes professionnelles, des centres de formation, tout ça, toutes ces informations sur lesquelles j'ai pas baigné quand j'étais jeune sont arrivés comme ça petit à petit et je me suis rendu compte du retard que j'avais du fait que bah, je connaissais pas du tout cet environnement. Tout à l'heure, en préambule, tu m'as parlé de Franck Casalon et c'est lui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier et qui m'a un peu fait connaître bah, les différents niveaux, tu vois, c'était quelqu'un qui a joué en équipe de France. Donc, bah déjà, juste le mot équipe de France, donc c'est genre, ah ouais, il y a des personnes qui ont joué en équipe de France, il y a toute une histoire, tout ça. Et c'est bête de le dire comme ça, mais moi j'étais loin, loin, loin de ça. Parce que Je j'étais comprends. loin du sport, j'étais loin du sport de haut niveau, j'étais loin de tout ça. Et c'est à partir de lui qui est venu tout, enfin, qui est tout le puzzle, il commençait à se mettre en place et je commençais à comprendre les choses, les entraîneurs, les choses comme ça. Et c'est ce qui m'a donné cette envie. J'étais en BTS énergétique, froid, climatisation, tout ça. Et, euh, et je ne savais pas ce que j'allais vouloir faire plus tard dans ma vie. Je pensais que j'allais m'orienter dans un métier un peu dans ce sens-là, un peu dans l'environnement du bâtiment et en l'occurrence des climatisations. Euh, mais quand je voyais son travail, il était entraîneur, je me suis dit, mais c'est cool ça. Je ne savais pas qu'on pouvait travailler dans le basket et être entraîneur. Et il y avait un mec de mon âge qui avait un contrat jeune. Un contrat jeune et qui travaillait dans ce truc et j'ai dit mais ça c'est cool, j'ai envie de faire ça et c'est ce qui m'a donné un petit peu le virus et il m'a dit bah écoute tu as commencé le basket tard mais là cette année tu as énormément progressé, tu es encore jeune, je crois je sais plus de tête, je devais avoir 22 23 ans Ouais. ouais 22 23 ans et il me dit bah, tu pourrais essayer de pouvoir être dans une équipe N2, N3, qui a une équipe première en N2, N3 et une autre équipe en régional ou prénat ou national 3. Enfin voilà, tu es à peu près dans ce niveau-là et tu pourrais continuer à progresser. Moi, j'étais content, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc, du coup, je suis allé faire des tests en National 2. Bon, c'était bien sûr au-dessus de mon niveau, parce que j'avais que 2 ans de basket, on va dire, structuré Ouais. dans les pads, donc les systèmes et tout ça, enfin, fallait voir. Hein. Moi, j'arrivais même pas à savoir, enfin, à comment me placer sur un corne simple. Hmm. Pour moi, c'était déjà de la science, quoi, de cornes et tout ça. Enfin, je jouais que tu prends la balle, tu cours, tu vas aller marquer, quoi. Et donc, j'ai appris petit à petit. Et puis, plus j'apprenais des choses, des systèmes, des façons de voir les choses jouer, les divisions, les équipes de France, tout ça, plus je kiffais, plus j'en voulais plus. Et après, je me suis dit, mais si tu as envie de monter encore plus, tu ne monteras pas en tant que joueur.
faut pas se leurrer, t'es nul. Comparé au niveau, T'es au pas haut nul, niveau. il y a très très peu d'élus et tu n'en feras pas partie. C'est ça, c'est ça. Et donc, je me suis dit, bah, étant donné que j'aime bien, et puis mon père était éducateur sportif, donc Ah, j'aimais bien le côté de transmettre, le côté être avec les jeunes, le côté kiffer, enfin voilà, et faire du sport. Bah, vas-y, deviens complètement entraîneur. Donc, c'est de là où est parti, et j'ai arrêté de jouer. J'étais en National 3, j'ai arrêté, enfin, au plus haut niveau National 3 quand j'étais à Saint-Georges-de-Montaigu. Et après, bah, j'ai entraîné, et je me suis mis complètement dans les diplômes d'entraîneur et dans l'entraînement des jeunes de bon niveau. ouais, Saint-Georges de Montaigu d'ailleurs que je salue parce que j'ai travaillé avec un certain Sylvain que je sais que tu connais et Ouais, avec qui tu as partagé à Saint-Georges de Montaigu, donc je lui envoie le bonjour. C'est marrant parce que en fait, t'es parti de la Bretagne et puis t'es descendu petit à petit. ouais. C'était pour le basket que t'es allé à Saint-Georges pour jouer en Alors, Vendée. avant d'aller en Bretagne, T'as d'aller fait à 3 Saint-Georges, du coup. pardon, de Bretagne, j'ai fait 3, donc je suis monté. Et ensuite, j'ai Après fait t'es redescendu. Montaigu, et j'ai travaillé j'ai joué à Saint-Georges, j'ai travaillé à Vieille-Vigne, j'ai été à la planche, j'ai été dans les équipes, les brosies, des équipes euh, T'as que je valdingué salue un peu ici. quoi. Ouais, j'ai valdingué en tant qu'entraîneur, jeune entraîneur. Et ensuite, bah, du coup, je suis remonté un peu à Nantes. Et c'est là où j'ai passé la plupart de mes diplômes, mes derniers diplômes d'entraîneur. Mais en fait, j'ai voulu me rapprocher. Quand j'étais à Troyes, en fait, j'ai voulu rapprocher de ma mère, et d'être dans une grande ville à côté. Et, Ok. et pour la petite anecdote, quand j'ai fait les essais à Saint-Georges-de-Montaigu, j'ai cru que c'était la banlieue de Nantes et que c'était juste à côté de Nantes, que c'était un quartier de Nantes, quoi. Et, D'accord. et donc j'ai signé en pensant que c'était à côté de Nantes. Et c'est après, en y En regardant la habitant, j'ai carte. vu ouais, ok, je dis, bah, en fait, c'est même pas dans le même département. Euh, il va falloir une voiture pour aller à Nantes parce que c'est pas à côté. Et donc, du coup, voilà, mais j'ai adoré ces moments, et j'ai rencontré énormément de personnes, de belles personnes, quand j'étais à Saint-Jean-de-Montaigu et à Vieille-Vigne et au Brésil. Et puis après l'étape, bah, du coup c'était Nantes dans le centre de formation passe Ouais. par localisation du coup j'imagine. C'est ça, parce que j'étais à côté, parce que quand j'étais dans ces genres de clubs-là, quand on jouait contre Nantes, on se prenait des branlées à chaque fois. Et puis c'était l'équipe la plus forte de la région. Donc tu te dis, bon, bah tiens, pourquoi pas essayer de pouvoir voir et de coller à ce qui se fait de mieux chez les jeunes. Puis voilà, donc j'ai postulé pour être assistant des Minimes France. Parce que moi, déjà, rien que le mot Minime France, c'était juste incroyable. En étant en minime départemental 2, minime France, Ouais, c'était genre, enfin, le c'était la Graal. NBA, quoi. C'était la NBA. Et donc, bah, voilà, j'ai commencé par là. J'ai voulu rentrer par la petite porte, parce que du coup, j'avais pas de diplôme encore, tous mes diplômes. J'étais un jeune entraîneur, et je voulais apprendre. Et j'ai appris de quelqu'un que j'apprécie énormément, de JB, qui m'a ouvert les portes du centre de formation. Et déjà que les Mini France, c'était la NBA, les KD France et la N3, ça, c'était quelque chose pour moi d'incroyable. Et de pouvoir avoir la chance de pouvoir être un des entraîneurs du centre de formation, c'était déjà, enfin, c'était fou, quoi. Ouais. C'est là où t'es resté le plus longtemps au final parce que t'as fait 4 ou Ouais, 5 ans non? ouais, j'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 ans, 4 ans en tant que salarié, 1 an en tant que bénévole, bénévole entraîneur. Je faisais un peu tout. Ouais, c'est commence comme ça souvent hein, C'est ça. en bas. Et puis après Nanterre ça s'est fait comment? C'est par une connaissance ou t'as postulé Alors, c'est quand je passais mon diplôme d'assistant vidéo, il y a un mec qui m'a dit qu'il allait avoir peut-être un poste d'entraîneur sur la Mini France qui allait s'ouvrir. Et en plus, assistant, enfin, il cherchait quelqu'un pour faire de la vidéo et pour aider un petit peu l'assistant coach à faire la vidéo. Donc, du coup, j'ai postulé. Et puis, bah, ça s'est fait assez rapidement et assez soudainement. Mais là, pour le coup, c'est ma femme qui a été incroyable parce qu'on était à Nantes, on était dans un appartement
génial. On était dans un sorte de confort de vie. Et quand j'ai dit que j'avais cette opportunité, elle m'a dit allez, go, c'est pas grave, vas-y, on y va. Et puis, on va voir ce que ça fait. Et c'est pas grave de changer tout pour le tout, de changer un peu ses amis, de se déraciner parce qu'on était quand même très bien à Nantes et de se déraciner pour pouvoir tenter parce que là c'était de la première division, c'était des Minimes France qui c'est pas la même population, c'est-à-dire que les joueurs qu'il y a en Île-de-France, il y a plus de potentiel par rapport au nombre de personnes qu'il y a, donc Oui, nombre c'était de juste fous incroyable. de licenciés. Ah bah c'est des licenciés puis de potentiel quoi. Il y a énormément de mecs non licenciés qui voient des mecs qui font 2 mètres qui sont dans la rue et tu leur dis bah tiens tu veux jouer au Tu basket, veux ils disent venir, ouais, toi? vas-y pourquoi pas. Et donc c'est incroyable et puis c'est là où j'ai croisé aussi quand je suis allé faire des tests et je suis venu voir le club. Je vois un petit jeune qui joue en Benjamin alors qu'il est poussin et qui fait déjà presque 1m90. Et ils me disent que bah voilà lui c'est Victor Wembanyama et, et c'est un jeune qui pourra jouer avec toi dans pas longtemps. Quoi. Donc c'était juste incroyable, démesuré et avec un potentiel énorme, infini même. Et donc pour moi qui entraînait des joueurs depuis déjà 3 saisons en Minime France à Nantes, avec plein de bons joueurs de basket, mais tu voyais qu'il y avait un sorte de plafond quand même sur la potentialité, sur l'énergie, sur l'envie. Quand tu voyais toutes les touches que tu pouvais avoir sur un autre piano, tu dis waouh, j'ai envie d'essayer de faire ça et de faire partie des meilleures équipes de Minime France, d'avoir des joueurs pour les emmener au centre de formation. Enfin, tout ça, c'était incroyable. Et puis, j'y croyais pas vraiment au départ. Et puis, je me suis dit, allez, vas-y, je saute dans le projet comme ça et on va voir ce que ça va donner. Et ça a été plutôt positif. Tu m'étonnes. Et on va rendre hommage à ta femme, du coup, parce que on n'en parle jamais vraiment dans les. Ouais. Enfin, on ne sait jamais vraiment ce que c'est. Moi, je fais partie de la famille. Donc, je vois, mais j'essaie d'en parler le plus possible. C'est pas facile de. Déjà, dans un travail normal, tu es disponible les week-ends. Ouais, c'est ça. Pas trop toi. Non. Ça s'arrête jamais, encore plus avec Ouais, l'équipe de France. T'es pas souvent à la exactement. maison. Il faut changer de ville. Mm. Ça fait beaucoup de critères qui sont pas faciles de vivre avec quelqu'un qui a ce genre de choses. Il y a besoin Mm. d'avoir des gens exceptionnels aux côtés des gens qui ont du succès dans ce genre de club. Donc, Et exactement, c'est cool de pouvoir en parler. J'ai essayé à chaque fois d'en parler dans chaque fois des interviews que j'ai eues, parce que c'est vraiment ce qui a fait la différence, parce que je connais énormément de personnes qui avaient autant de talent que moi, voire plus de talent que moi, mais qui étaient bloquées un peu par leur vie familiale et qui se laissaient enraciner. Mais c'est un autre choix de vie, c'est pas négatif, non, non. c'est un autre choix de vie. Et c'est vrai que les personnes qui sont autour de moi sont assez exceptionnelles pour pouvoir me laisser tenter et vivre des choses qui sont juste incroyables. Et, euh, et c'est tout à leur honneur parce que je pense que j'aurais jamais pu faire ça si j'étais tout seul. Jamais. Même si j'étais célibataire, je pense pas que j'aurais eu cette volonté, cet état d'esprit, cette façon de voir les choses, se lâcher prise, se dire pourquoi pas, vas-y, n'aie pas peur, on est là, de toute façon, le plus important c'est nous, enfin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, si nous on est heureux, enfin, voilà, il y a aucun souci et c'est avoir ce soutien-là au quotidien, c'est incroyablement fort. Et je remercie pas jamais assez, mais si aujourd'hui toutes les médailles que j'ai, elles sont à mes proches, quoi. Elles sont d'abord à mes proches parce que c'est elles qui m'ont permis de pouvoir avoir ça, quoi. C'est beau. C'est Faut beau, pas non, trop mais leur c'est montrer vrai. ça, après sinon après je vais faire la vaisselle et tout ça et tout. Et tout. Non, mais c'est vrai, c'est beau parce que c'est pas assez dit, quoi. Et c'est difficile d'imaginer ce que c'est, le Mm. poids que ça représente. Voilà, donc je pense que c'est important de le dire. Et comme tu m'as tendu la perche, j'en profite. Clairement, clairement. Et Merci puis, en tout cas de.
bah non, merci à toi de l'avoir ouvert. Et puis, j'avais parlé de la femme, mais les parents, forcément, bien sûr, Mm. parce qu'il faut être à moitié un peu fou, en tout cas pour certains autres parents, de laisser leurs enfants s'envoyer dans des aventures comme ça où papa, enfin, pour des gens qui ont vécu dans les années 70-80 où il fallait avoir un travail, etc. Ouais, Entraîneur de basket, c'est pas vraiment un travail, donc c'est ça. avoir- Bah, tu dis, je fais une passion et je vais vivre de ma passion et j'ai pas de CDI. Demain, ça peut s'arrêter. Peu importe quel niveau j'ai entraîné, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, du coup, c'est toute cette incertitude-là qui fait peur. Et si tu n'as pas des personnes solides autour de toi qui disent, mais vas-y, allez, tente, et puis tu as c'est pas grave, quoi qu'il arrive. Enfin, tu seras pas à la rue, enfin, ou en tout cas, tu te débrouilleras. Et ça, faut être fort mentalement. Il faut être très, très fort mentalement pour pouvoir le faire. Et puis voilà, ça fait partie des personnes qui sont exceptionnelles aussi, mais qui on le sait pas. Et déjà que moi, je suis dans l'ombre, donc les gens qui sont dans l'ombre de l'ombre, c'est encore moins truc. Donc mettre un peu de lumière sur ça, c'est cool. Et de leur dire que voilà, c'est grâce à eux que ce genre de choses extraordinaires arrivent. Des petits trucs comme ça, des petits détails. ouais, parce que tu as fait Nanterre, mais ensuite tu Ouais, es parti à Pau, ensuite ouais. Lyon, il a fallu bouger, et puis bah, les personnes à côté, il faut qu'elles, enfin, en l'occurrence ta femme, il faut qu'elle travaille, donc il faut trouver un travail, il faut s'adapter, il faut bouger. Puis parfois les Mm. employeurs ils disent attends, il fait quoi ton mari? Il bouge tout le temps, mais j'ai pas envie de t'embaucher du coup. C'est ça, C'est... c'est ça. C'est que des sauts sans parachute. De toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie, quand tu entreprends des choses, c'est que des sauts dans l'inconnu, sans backup plan en fait. Ouais. Et pour le faire, il faut avoir une sacrée force mentale. Il faut pas avoir peur d'y aller, et puis il faut pas avoir peur d'échouer. Et c'est ce qui fait que certains le font et pas d'autres. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, s'il y a des jeunes entraîneurs qui écoutent et qui se disent, voilà, j'aimerais bien me lancer, mais je veux avoir des sécurités, en fait, non, faut y aller sans filet de sécurité. Et puis, si tu te craches, de toute façon, ce sera jamais trop grave parce qu'au moins, tu auras essayé. Et j'ai lu un livre, justement, ça me permet d'en parler. Je l'ai lu récemment, mais il est très vieux. C'est L'Alchimiste. Euh, Très bon livre. et, et justement, il parle de ça. Et du coup, ça m'a permis de mettre en relief tout ce que j'ai vécu. Et tu te dis, mais quand tu veux faire quelque chose, tout l'univers se met en place pour te faire réussir Ouais. à tes objectifs. Donc, faut pas avoir peur d'y aller et puis dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais vécu un bon moment en essayant de le faire, plutôt que de ne pas le faire. Ouais, c'est marrant parce que dans le monde des années 70-80, on a construit une sorte de façon de fonctionner qui de toute façon n'est plus viable aujourd'hui, mais où il faut travailler, il faut cette stabilité, il faut ci, il faut ça, et que c'est prendre des risques en fait, financiers. Je- Quand tu te lances vraiment et que tu lâches des trucs pour des rêves, c'est jamais du temps perdu déjà de un. Alors faut avoir les moyens. Parfois, bah, Mm. on n'a pas toujours les moyens non plus financiers, c'est vrai. Et parfois, il y a d'autres façons de pouvoir s'en sortir financièrement et se concentrer à fond dans son rêve et mettre tout pour que ça fonctionne. C'est pas des phrases, ça fait un peu phrase, tu sais, motivationnelle, bullshit. Mais lâcher tout pour faire ses rêves, souvent les success stories, c'est des gens comme ça. Donc, Ouais, c'est faut y clair, croire. c'est clair. Puis de toute Faut y façon, croire. même si tu n'y arrives pas, au moins tu auras vécu un bon moment, tu vois, tu auras essayé de faire de ta vie quelque chose d'exceptionnel et c'est déjà une victoire déjà en soi. Donc ouais, non, c'est sûr que ça fait peur, mais bon, je préfère avoir essayé plutôt que avoir rêvé, juste rêvé et dire bah tiens, je peux pas, c'est inaccessible. On Et, arrête. et quand on parle d'illégitimité, le plus gros coup dans le mur que je me suis pris par rapport à ça, c'est quand on m'a proposé de pouvoir être sur l'équipe de France A. Moi qui avais coaché qu'en U15 France, moi qui avais très peu d'expérience sur le monde pro,
quelques mois, parce qu'on me l'a proposé en décembre alors que je venais d'arriver à Nanterre. Donc, j'avais 3 mois d'expérience sur une équipe pro. Euh, je me suis dit, je ne suis pas légitime. Pourquoi je vais faire ça? Je vais me planter et je vais pas y arriver. Mais d'un autre côté, je me suis dit, fuck, vas-y. Et puis, de toute façon, si on te vire au bout de 2 mois parce que tu n'es pas bon, au moins tu pourras dire dans ta vie, tu l'as fait une fois, tu vois. J'ai travaillé pour l'équipe de France, c'est quand même. C'est ça qui est fou. Et puis après, bah, justement, cette façon de voir les choses en disant je ne suis pas légitime, t'oblige à travailler plus que les autres pour pouvoir te mettre au niveau. Donc après, tu deviens à peu près au niveau parce que tu as le stress justement de ne pas y être. Donc, Ouais. pourquoi tu serais moins bon qu'un autre? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir ce frein-là. Et maintenant, je me dis, peu importe, enfin, je sais pas, la NASA m'appelle pour aller, pour aller faire un tour sur la Lune. J'ai dit, allez, vas-y, fuck. S'ils m'ont appelé, c'est leur problème. J'y vais. Et, Ils assument les conséquences. et moi, au moins, j'aurais été astronaute au moins une fois dans ma vie. Donc, maintenant, grâce à cette expérience, je me dis que voilà, chaque fois qu'on me donnera l'opportunité de pouvoir faire quelque chose et d'essayer un truc, même si je pense que c'est au-dessus de mes capacités, je vais y aller en travaillant pour pouvoir faire en sorte que je sois le moins escroc possible. Mais je vais le faire quand même. Je Le vais tenter. syndrome de l'imposteur, le fameux. C'est ça. Bon, après 5 ans et demi avec l'équipe de France, après une médaille de bronze de championnat du monde, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, une médaille d'argent au championnat d'Europe. C'est pas mal, non, pour un Ah, gars ça qui... veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas parce que j'ai eu ça que je suis, entre guillemets, des fois, les gens ils disent, ouais, c'est le meilleur analyse vidéo. C'est pas vrai déjà, parce qu'il n'y a pas de concours. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc, j'ai une façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, c'est la bonne. Voilà. Et donc, je dirais pas que parce que j'ai eu de la réussite, je suis légitime. Je n'arriverai toujours pas à le dire. Mais par contre, moi, ça me donne de la confiance pour pouvoir continuer à avancer. Mais je suis toujours pas légitime et je suis pas le meilleur il n'y en aura jamais un meilleur de toute façon. Donc voilà, donc ça, et puis le quotidien te remet C'est dans l'humilité. voilà, le quotidien te permet ça parce que quand tu vas, tu vois, on a joué les Américains, on a gagné, très bien. Bah, tu vas jouer, enfin, on a perdu contre la Bosnie là, bah, ça te remet une claque en disant, c'est pas parce que tu as battu les États-Unis que en fait, tu es le meilleur analyste, tu as réussi à faire le truc. Non, regarde, tu as perdu contre la Bosnie et le prochain match, tout est remis à zéro. Tout est remis à zéro. Et quand on a la médaille d'argent en JO ou là au championnat d'Europe, le lendemain, tu es déjà sur le pont, tu es avec l'Asvel, tu dois jouer Cholet Basket. On s'en fout que tu aies gagné ça, on s'en fout que truc. Il faut que tu joues Cholet Basket. Et là, on perd Cholet Basket. Ben, il faut te retrousser les manches pour pouvoir gagner le prochain et ainsi de suite. Et c'est le quotidien qui te permet, et l'objectif d'après qui te permet de dire, bah, tiens, ce que tu as fait avant, bah, tu l'oublies en fait, c'est fini. Il ne faut pas le garder en mémoire, il ne faut pas penser que grâce à ça, tu auras autre chose. C'est complètement faux. Comme je t'ai dit, je répète, le quotidien, à chaque fois, te met une claque pour te remettre de l'humilité et te remettre dans le sens droit, dans le bon sens, parce que de toute façon, ce que tu as fait avant, ça n'a plus aucune valeur. Ça n'a plus aucune valeur. Si, y a 5 ans, on t'avait dit tu auras ce palmarès-là, au petit qui n'osait pas dire oui. Bon, alors là, c'est sûr, j'aurais jamais cru, mais jamais. Déjà, si j'aurais pu être champion UXL avec la section sportive de Notre-Dame de l'Abbaye, déjà, c'est déjà très, très bien. Mais j'aurais jamais cru ça. Et,
mais par contre, j'insiste et je reviens sur ça. Mes médailles, et c'est quelque chose c'est très marrant parce que j'en parle avec ma petite fille qui a 4 ans et elle aime bien les médailles, elle aime bien ce qui brille. Là, on a eu la bague avec l'Asvel, elle est comme une ouf, elle regarde les trucs. Et je lui dis ça, ce qu'on a, ça fait partie des médailles précieuses et des trucs, des médailles précieuses, elle appelle ça. On le met dans l'armoire, caché dans le fond. On les regarde jamais. Et par contre, j'ai affiché dans ma chambre toutes les médailles où j'ai perdu comme un loser, où on a fini troisième dans des championnats pas de merde, mais des championnats moindres, où c'était des plus gros échecs, et je les ai affichés dans ma chambre pour me rappeler de ça, que en fait, c'est ça qui m'a fait progresser, c'est pas les médailles précieuses. C'est pas celle que que tout le monde parle, c'est pas les 3 médailles internationales, c'est pas les champions de France, Coupe de France, tout ça. Ça, je veux les oublier. Volontairement, je les cache, je les mets dans mon armoire parce que c'est pas celle qui me fera avancer. Par contre, celles qui me font avancer, c'est celles qui font mal et qui pour moi, ont été des gros échecs. Et c'est celles que je mets en avant pour me rappeler tous les jours que, en fait, justement, chaque journée est un nouveau départ et que bah, les échecs que j'ai eus avant me permettent d'avancer et me permettent d'avoir justement cette humilité. Ouais, de toute façon, c'est pas en valeur absolue de l'intensité, les échecs c'est toujours plus fort que les Ouais, victoires. Je sais pas clairement. lequel pour toi est le plus gros, si tu devais en choisir un. Il y en a un tout de suite qui me vient en tête, mais ça va pas te parler. C'est Non mais on s'en fout. demi-finale du championnat de France U20. Il y avait un championnat de France U20 avant qui était fait avec c'était en gros les espoirs Pro B. Ouais. J'étais entraîneur de cette équipe-là. Enfin, j'étais pas entraîneur, j'étais sélectionneur parce qu'il n'y avait pas d'entraînement. Donc, je prenais 3 joueurs qui jouaient en N3, un mec qui faisait le bon avec les pros, 2 mecs qui jouaient en cadet. On faisait une équipe et on jouait sur corne et on disait allez, on y va, on prend le minibus et on va jouer. Et on avait une équipe plutôt forte, même voire très forte, avec des joueurs qui aujourd'hui jouent en professionnel. Jeff Kebe qui joue meneur de jeu à l'Armine de Nantes sur les pros, Paul Gravet qui joue en Suisse et en équipe nationale suisse, Yannick Quiros. On avait plusieurs gros potentiels à cette époque-là, des vrais bons joueurs, et on a fait une saison sans jamais s'entraîner, en gagnant tous les matchs parce que le niveau était moindre, on va dire. Et on a fait la Final Four. Et sur ce Final Four, on partait favori. On joue contre Aix-Maurienne. Et à la mi-temps, on leur met 20 ou 25 points dans la vue en faisant tout ce qu'on voulait. Il y a eu toutes les situations, tous les matchs, enfin toutes les situations, c'était un dunk ou un 3 points. Enfin, on les a mais défoncés. Et à la mi-temps, mon discours est cool et concentré, mais cool. Et j'ai jamais parlé de défaite ou quoi que ce soit. Enfin, on gérait quoi. Et petit à petit, ils sont revenus en simplifiant leur jeu, en faisant que des contre-attaques, en jouant que des situations sans système. Enfin, et ils sont revenus et ils ont gagné le match. Et on a perdu le match en menant de 25 points, une demi-finale. Je me suis jamais senti aussi honteux de ma vie qu'à ce moment-là. Mais j'étais dégoûté. Il n'y avait aucune excuse. Il n'y avait pas l'arbitrage, il n'y avait rien du tout. C'était que nous. C'était la plus grosse défaite, enfin en tout cas comeback que j'ai jamais eu de ma vie. Mais j'étais comme une merde. Et je pouvais pas me l'expliquer. La seule chose que je me suis expliqué, c'est que même quand tu gagnes, il faut faire attention. Et quand Surtout quand tu gagnes tu... d'ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. Et ça m'a aidé énormément sur le titre de champion de France U15
quand on mène assez largement contre Roanne et ensuite en finale contre Charenton, où en fait, j'ai jamais lâché la pression, où je me suis même peut-être plus énervé dans ma vie quand on gagnait, alors que quand on perdait, j'étais plutôt positif, et parce que je voulais vraiment maintenir les joueurs sous tension et être concentré. Et cette défaite, en plus de ça, il y avait un joueur qui était dedans, s'il écoute, Jules Guichard, qui m'a chambré pendant mes plusieurs années après. Et je voulais pas me le dire, mais même quand il me chambrait gentiment, et c'est quelqu'un d'adorable comme ça, mais ça me faisait mal, mais vraiment. Parce que c'était un gros échec de ma vie, et je me suis senti merdique en tant que coach. Et il me le rappelait assez souvent, et il me chambrait par rapport à ça. Mais parce que lui, c'est pas qu'il s'en foutait, c'est que c'était pas, je pense que c'était pas grave pour lui, parce que c'était une compétition comme ça. Mais pour moi, j'ai apporté énormément d'importance. Et ça m'a fait mal pendant des années. J'ai eu peur d'être un loser à cause de ça. Et quand tu vois, j'ai gagné, ben, en fait, et c'est pour ça que je te disais que mes médailles d'échecs sont plus importantes, parce que c'est grâce à ça. Et toutes les fois où je gagne, ben, je me dis c'est grâce à ça. C'est grâce à cette fois où je me suis trop laissé emporter par le côté on domine, on gagne, on est bon. Et, et même dans mon travail aujourd'hui qui est différent, parce que je ne suis pas coach aujourd'hui, mais même dans mon travail d'aujourd'hui, quand on est dominant, quand on gagne plusieurs matchs, ben, je me rappelle de ce moment-là en me disant mais attention, on gagne, mais il va falloir que tu continues à être concentré, à travailler, à être impliqué pour pouvoir continuer à gagner, parce que ça peut vite tourner. C'est marrant Voilà. comme anecdote, c'est intéressant déjà de voir que ça construit ce genre de trucs. C'est jamais les plus grosses anecdotes quand tu poses des questions, c'est jamais les trucs auxquels les gens s'attendent. Et c'est tout le temps les mêmes mécanismes en plus de basket. C'est que tu mets des tirs, t'es confiant, tu gagnes, tu te relâches. Les arbitres, ils sifflent un peu moins parce qu'ils veulent compenser. Les autres, ils ont plus rien à perdre, ils mettent des tirs. Toi, tu commences à stresser parce que t'es censé gagner, donc tu dois pas perdre. Et c'est tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Exactement. C'est marrant. C'est marrant. Bon, on a bien parlé déjà. Ça fait presque 2 heures qu'on parle. On a fait un peu le tour de plein de choses. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai loupé, un truc dont tu voudrais parler, où j'ai été assez complet? Tu as été assez complet. On a fait un peu le tour. On parlé un peu de tactique, un peu de moi. On a même parlé de mes proches. Donc, non, c'était plutôt assez complet. J'ai réfléchi comme ça très rapidement. Mais non, j'espère que moi j'ai été complet en tout cas. J'espère que j'ai répondu à tes questions le Bien mieux sûr. possible. Et puis, non, non, comme ça, je pense on a à peu près tout balayé. Donc, Parfait. bah, merci en tout cas d'avoir posé des questions qui m'ont intéressé énormément, et puis de m'avoir fait rappeler quelques souvenirs qui sont chers, qui me sont chers, même si des fois ils ne sont pas agréables, mais en tout cas, ça fait partie de moi. Et c'est cool. Donc, voilà, j'espère que, encore une fois, que j'ai été complet. Ouais, c'était très bien. On enverra un message à Jules Guichard alors pour le remercier de tout ça. Et puis ouais, bah merci beaucoup. Merci d'être ouvert, avoir parlé tactique. C'est pas parfois tout le monde n'ose pas forcément s'ouvrir comme ça. Donc merci d'avoir fait ça. Et je pense que c'était intéressant pour que ce soit des jeunes entraîneurs ou même des joueurs d'entendre ce genre de discours-là. Même des fans. Qu'est-ce qu'ils font derrière leurs ordi tous? Je pense que c'était C'est ça. intéressant. Donc merci beaucoup Ah, à toi pour ça. maintenant que tu me dis ça, on a très Ah, peu parlé de ce que je fais pendant les matchs en équipe de c'est vrai. France, et ce que je faisais à l'ASVEL. Voilà, juste très rapidement, je vais dire, parce que la question, on me la pose souvent, qu'est-ce que tu fais pendant les matchs avec ton ordi? Les gens me posent la question. Donc, en gros, j'essaie de répondre au maximum. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'analyse offensivement et défensivement ce qui se passe sur le terrain. D'abord pour nous, où est-ce il y a des play types, on va dire, c'est en gros les phases de jeu qui sont répertoriées, comme le pick and roll, le post-up, Contre-attaque, les screen off. contre-attaques, les écrans non porteurs, et tous ces aspects où j'essaye de dire, voilà, on est efficace sur cet aspect du jeu plutôt qu'un autre, que ce soit en attaque ou en défense. Et ça, je le fais pour nous, mais aussi pour les adversaires.
pour justement essayer de mettre l'accent sur où se joue le match en ce moment, en live. Parce on peut penser que ça va se jouer sur un aspect plutôt qu'un autre, mais après, les adaptations font que ça peut changer dans le cours du match. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ça. Et c'est ce que je donne comme information à la mi-temps au coach pour leur dire, bah voilà, les formes de jeu qu'on utilise, nous, voilà lesquelles qui sont efficaces et lesquelles qui le sont un peu moins. Voilà où est-ce qu'on marque les points, voilà où est-ce que les adversaires marquent leurs points. Et en plus de ça, cet été, j'ai rajouté le fait de montrer les images et de pouvoir tout de suite montrer les clips en direct. Et ça sert au coach, mais aussi aux joueurs. Donc, par exemple, on voit un peu, je pense, dans la web série, à un moment, à la mi-temps d'un match, je parle à Rudy Gobert et je lui montre les images de pick and roll en défense. Donc, il peut se voir, il peut adapter, il peut parler avec le coéquipier avec qui il a été impliqué sur le pick and roll. Et donc, du coup, ça permet de pouvoir s'adapter et corriger sur la deuxième mi-temps. Donc, c'est super important. Donc, voilà. Très bien. Bah, le futur, d'ailleurs, c'est un des sujets où je voulais aborder aussi, mais le futur du scouting, pour toi, c'est plus d'efficacité pendant le match? Ouais, plus d'efficacité, plus de. Je pense que on est arrivé à un moment de la technologie où je pense que je ne sais pas s'il peut avoir vraiment plus d'avancées technologiques vu ce qu'on a. Par contre, il peut avoir un peu plus d'efficacité dans l'analyse et de pouvoir peut-être mieux traiter les informations, peut-être avoir des fenêtres de codification qui permettent de pouvoir orienter son travail sur un aspect plutôt qu'un autre, être moins dans le subjectif, mais vraiment dans le concret. Donc ça, c'est peut-être le futur. Mais voilà, montrer les images en direct, en NBA, ils le font déjà beaucoup. Je pense qu'en Europe, ça va être le futur et ça va de plus en plus se développer. Et puis, je pense que aussi, là où il peut y avoir un peu des avancées, c'est ce que je fais déjà et qui commence à progresser aussi, c'est les motion design. C'est-à-dire que, bah, comme sur la palette Canal+, montrer des choses pendant que ça bouge, les mouvements d'un joueur ou sur une forme de jeu, donc pour montrer qu'est-ce qui est important dans un aspect du jeu. Donc ça, c'est un peu ce qui va de plus en plus se développer. Mais en vérité, c'est que des astuces, mais ce ne sera pas des gros changements comme avant, il n'y avait pas de vidéo, maintenant il y a une vidéo, il n'y avait pas de clip, maintenant il y a des clips. Enfin, tu vois, La révolution Instat, pour toi, ça a changé ta vie. ah ouais, clairement. Mais Ouais. clairement, ça c'est quand j'ai commencé en 2017, il n'y avait pas Instat. On devait demander à des contacts de pouvoir échanger des matchs en fonction des affinités et aussi des résultats des équipes. Bah, tu avais le match qui venait plus ou moins vite. Donc voilà, maintenant c'est assez simple. À 20 minutes après les matchs, ils sont disponibles sur des plateformes. Tu peux déjà les travailler, tout est plus clair. Donc ça, c'est une vraie révolution qui, à mon avis, ce qui pourrait être mieux, c'est ça, des petites adaptations, des petites mises à jour, mais il n'y aura pas de révolution incroyable comme celle-là, quoi. Je pense pas. Ok. Bah écoute, on verra. De toute façon, c'est Ouais, impossible de savoir. ouais, c'est ça. Merci beaucoup, du coup, encore, du De temps que tu rien. m'as accordé. Merci à toi, c'était agréable de parler et puis d'échanger. Et puis on attendra les retours et ce que les gens pensent de ça. Donc ça va être cool